Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous savez, Donald Trump était en Chine. Il a passé 2 jours d'une visite plutôt très dense. Il a été très bien accueilli, même si les propos de part et d'autre étaient assez sobres. En revanche, lorsqu'il est remonté dans son avion, le vol dure très très longtemps. D'ailleurs, il n'a toujours pas atterri à Washington. Et il a donné une interview à des journalistes et voici ce qu'il a dit, des propos très précis sur ce qu'il compte faire en Iran. Nous avons une victoire militaire totale. Nous avons anéanti toute leur marine, toute leur armée de l'air, tous leurs radars, toutes leurs usines pour construire les missiles. Nous avons aussi tué leurs dirigeants. 85% de leurs usines de fabrication de missiles sont détruites. Nous avons tout anéanti. En revanche, nous n'avons détruit qu'un seul pont, parce qu'ils se sont mal comportés. Si on le voulait, on pourrait détruire tous les ponts et toutes leurs infrastructures électriques en 2 jours. Sonia Dridi, bonjour, bonsoir pour nous, bonjour pour vous. Vous êtes en direct de Washington. Vous suivez bien sûr les allées et venues de Donald Trump qui n'a pas encore atterri, n'est pas encore à Washington. Visiblement, Sonia, Donald Trump veut reprendre la main dans son avion pour rester maître du jeu. Est-ce que c'est ce qui vous a paru le plus important dans cette interview qu'il a donnée au retour de cette visite d'État à Pékin ? Oui, Donald Trump qui a également parlé du cessez-le-feu au passé en insistant sur le fait qu'il avait accepté ce cessez-le-feu à la demande du Pakistan. Donc il laisse de nouveau planer la menace d'une nouvelle opération militaire en Iran. Ce qui était aussi intéressant, c'est qu'il a dit que 20 ans suffisaient selon lui pour un moratoire sur l'enrichissement de l'uranium iranien. Lui qui répète souvent que l'Iran ne pourra jamais se doter de l'arme nucléaire. On sent qu'il est pressé d'obtenir un accord. D'ailleurs, il a déclaré à la chaîne Fox News que sa patience n'avait pas de limite. Et donc, face à ces négociations qui patinent, en effet, il pourrait lancer une nouvelle opération militaire. En tout cas, on sait que ce lundi, ici à la Maison-Blanche, il a réuni son Conseil de sécurité nationale et des responsables de l'administration avaient prévenu qu'il prendrait sa décision à son retour de Chine. Et donc, on pourrait s'attendre à une décision de Donald Trump dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, lui qui est sous la pression de son opinion publique, mais qui aussi s'impatiente face à l'Iran. Merci Sonia Dridi. Bien sûr, vous serez avec nous en fil rouge toute cette soirée et j'aurai le plaisir de revenir vers vous tout à l'heure. Qui est sur ce plateau pour commenter, essayer de comprendre l'actualité de ce soir? Sophia Mara, bonsoir. Bonsoir Anne. Vous êtes grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être avec nous. Sylvie Berman, bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Chine et en Russie. Merci d'être là. Et puis également, qui donc? Eh bien vous, Samantha, la 3e femme sur ce plateau. Je suis très étonnée parce que nous avons enfin la parité sur ce plateau ce soir. Nous en sommes très fiers. Plus que la parité. Oui, non, je suis la présentatrice, je suis une femme, oui, effectivement. Mais je pensais à vous, les experts et les expertes sur ce plateau. Donc, vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, ancien officier politique de l'OTAN. Michel Goya, bonsoir Michel, bonsoir. Vous êtes consultant militaire LCI. Qui donc encore? Stéphane Goldin, vous êtes là, vous êtes analyste sécuritaire, bonsoir. Ancien commandant d'unité d'élite de Tsahal. Et enfin Richard Verly, vous bonsoir. Êtes correspondant en France, en Europe même, pour le quotidien suisse Blick. Et vous avez écrit ce livre, Cette Amérique qui nous déteste. Je le disais, Donald Trump est de retour, et dans son avion de retour d'une visite en Chine. Alors, il a parlé, et on va y revenir longuement ce soir, de la possibilité de reprendre des opérations militaires en Iran, et cela pourrait être tout à fait imminent. Mais il reste plusieurs questions qui fâchent, bien sûr, notamment celle du nucléaire. Et sur cette question du nucléaire, Donald Trump, affirmé, je cite, que les Iraniens ne doivent pas posséder l'arme nucléaire. Voici ce qu'il a dit dans son avion Air Force One à ce sujet. À un moment donné, soit nous interviendrons, soit nous nous emparerons. Je pense qu'on va probablement s'en emparer. Mais si on n'y parvient pas, on interviendra. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas l'enlever, parce qu'ils n'ont pas la technologie pour le faire. Ils n'ont pas le type de tracteur nécessaire. Ils m'ont dit directement que les seuls à pouvoir l'enlever
sont la Chine ou les États-Unis. Nous sommes les seuls à disposer de l'équipement. Cela étant dit, je veux m'en occuper. Et ils ont accepté. Mais ensuite, ils sont revenus sur leurs paroles. Mais ils finiront par accepter. Michel Goya, Donald Trump brandit à nouveau la menace militaire. Il assure qu'il sera capable d'intervenir pour récupérer le nucléaire en Iran. Oui, accessoirement, si effectivement tout l'uranium est enterré, on voit plus où est le problème en réalité. Dire, si seuls les Américains sont capables de récupérer l'uranium, en fait, il n'y a plus de menace. Il n'y a plus de menace nucléaire. Mais bon, d'une manière générale. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, Michel ? Non, mais il proclame partout que l'uranium enrichi à 60%, en fait, c'est devenu de la poussière, il est enterré, que pour le récupérer, il faut faire appel aux experts américains. Oui, et surtout, il dit les Chinois n'ont pas les bons tracteurs. Voilà ce qu'il dit. Donc, ça paraît un peu... Au passage, ils viennent de faire la même chose au Venezuela, où ils ont récupéré... Ah oui, alors attendez. Ne déflorez pas toute l'émission de ce soir. Non, mais... Bien évidemment qu'il y a eu une opération nucléaire au Venezuela, nous allons y revenir. Ça a pris 6 semaines, etc. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si effectivement cet uranium est complètement neutralisé, il n'y a plus de programme nucléaire, c'est-à-dire il n'y a plus de menace. Donc il y a une petite contradiction dans le propos, quoi. Sylvie Berman, sur ce point très précis par rapport au fait que du nucléaire. Oui, en fait, alors moi je sais pas, parce que des spécialistes du nucléaire me disent que c'est en fait une espèce de poudre noire dans des boîtes de conserve. Donc, alors ça y est, maintenant c'est des boîtes de conserve. On sera passé partout. C'est des tubes, des boîtes de conserve, c'est la même chose, c'est dans les mêmes structures. Oui. Donc même si c'est enfoui, normalement on doit pouvoir le récupérer. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir des experts américains pour aller le chercher. Et comme le dit le colonel Goya, effectivement, tout ça est un petit peu contradictoire, tout ce qu'il a dit sur le nucléaire là, mais en même temps, c'est vraiment vital pour lui, parce que même s'il a un accord avec les Iraniens et qu'on ne remet pas la main sur ces 440 kilos d'uranium, pourquoi avoir saboté l'accord qui avait été conclu par Obama ? Donc vous êtes plutôt, Sylvie, en train de nous dire que il devrait pencher dans la logique pour le récupérer manu militari. Est-ce que c'est aussi facile en même temps ? Parce que même si c'est enterré, même si c'est des boîtes de conserve, il prendrait un risque. Il prendrait un risque. Donc la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Et Hubert Védrine avait dit sur un plateau qu'en fait, il n'y avait jamais eu autant de suspense depuis 1962 et la crise des euromissiles, même si c'est moins dangereux pour nous. Oui. Mais c'est vrai qu'en termes d'incertitude... Mais Hubert Védrine a raison, il n'y a pas que LCI qui maintient le suspense. C'est la réalité, c'est qu'il y a un véritable suspense et il n'en a jamais eu depuis fort longtemps. Brad Cooper, qui est l'amiral américain chef du CENTCOM, a également fait une déclaration. Alors lui, il n'était pas de la délégation qui est allée en Chine. Sa déclaration, c'était pendant que Donald Trump était en Chine, justement devant une commission du Sénat. Voici ce qu'il a dit à propos de ce qui reste la base industrielle en Iran. Aujourd'hui, l'Iran n'est plus en mesure de mener des attaques d'une telle ampleur et d'une telle intensité. De plus, avec 90% de sa base industrielle de défense détruite, l'Iran ne sera pas en mesure de reconstituer ses armes avant des années. Là, on a, pendant que Donald Trump était en Chine, le côté militaire américain qui nous assure, avec un chiffre quand même particulièrement fort, que 90% des bases industrielles de toute l'industrie iranienne ont été détruites. Oui, alors il faut prendre ce chiffre avec des pincettes, puisqu'il y a quelques jours, on avait le chiffre totalement inverse qui disait que 70% des capacités balistiques de l'Iran est resté intact. Aujourd'hui, ce qui semble se dessiner, même s'il ne faut pas préjuger de ce qui va suivre dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, c'est que Trump ne ramène rien avec lui de Pékin. En tout cas, en ce qui concerne une pression significative de la part des Chinois sur l'Iran pour faire cesser cette crise, et que au final ils ont beau crier victoire ou dire que le nucléaire est enseveli, il faut sortir les 440, non, il ne faut pas les sortir, on fait un moratoire de 20 ans, de 5 ans, de 10 ans aujourd'hui, et de l'aveu même de chercheurs israéliens, les Iraniens plus que jamais auparavant sont absolument certains qu'il faut qu'ils aient l'arme nucléaire, et c'est ça le problème, parce que s'ils récupèrent la poussière nucléaire comme Trump l'appelle, les 440 kilos ou 220 s'ils sont séparés en 2, 3, 4 endroits dispersés. Aujourd'hui, cette connaissance, elle est dans le cerveau des Iraniens, et à moins de tuer tous les experts et tous les ingénieurs iraniens sur place, aujourd'hui, plus que jamais, ils sont persuadés que seule l'arme nucléaire les mettra définitivement à l'abri de ce genre d'aventure américaine. Et c'est ça le grand problème. Bien sûr, sur LCI, ce soir, nous allons revenir
revenir sur ce qui s'est passé pendant cette visite, parce qu'il y a quand même quelques petites choses à commenter. Elle voulait être sobre, mais on sentait derrière les propos, derrière le non-dit de chacun des dirigeants, que chacun était prêt, prompt même presque, à la menace. On va vous parler de ce qui se passe également à Hormuz. On va revenir sur le nucléaire, parce qu'effectivement, il y a le nucléaire en Iran, mais il y a le nucléaire également ailleurs. Mais passons un instant sur une autre guerre, puisqu'aujourd'hui est le 1541 jour de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et si le pétrole est toujours bloqué en détroit d'Ormuz, eh bien il en pleut littéralement du pétrole. Et oui, à Ryazan, qui est une ville à 350 km au sud-est de Moscou. Vous voyez donc sur ces voitures à Ryazan ces taches noires gluantes, collantes sur les voitures. Il y en a également sur les fenêtres, sur les façades. Pourquoi ? Eh bien, c'est suite à une frappe de drone ukrainien sur une raffinerie de pétrole à Ryazan. Et on écoute, Ryazan, une ville dans laquelle il y a une grande raffinerie de pétrole, mais on écoute une autre frappe qui a eu lieu, non pas sur la raffinerie, mais dans la ville même de Ryazan. C'était hier. Michel Goya, cette raffinerie Rosneft, donc c'est la compagnie d'État russe, cette raffinerie à côté de Ryazan est une des plus grandes, c'est pas la première fois qu'elle est touchée, elle a une capacité de 17 millions de tonnes par an, mais là on a l'impression que donc, et cette frappe sur la raffinerie, et cette frappe que nous venons de voir sur l'immeuble, montrent que de toute façon, on va revenir du côté russe et du côté ukrainien, des deux côtés ça continue. Bien sûr. Ah, bien sûr. Et il est possible d'ailleurs que cette frappe qui s'inscrit dans... En fait, il y a plusieurs centaines de drones qui ont été lancés, de drones à longue portée qui ont été lancés sur plusieurs objectifs russes. Hein. Ça, c'est le plus spectaculaire, mais il y a eu plein d'autres qui ont été attaqués. Et je pense que cette attaque est aussi une réponse à l'attaque russe d'une grande violence, en particulier sur la ville de Kiev. Mais ceci dit, c'est la continuité des campagnes de frappe qui ont lieu de part et d'autre, celle des Ukrainiens frappant, visant particulièrement tout le réseau énergétique russe et réussissant quand même un certain nombre de coups, que ce soit d'ailleurs par des frappes, que ce soit par les attaques sur la flotte fantôme, etc. Avec cet avantage d'ailleurs que ça permet d'avoir des images spectaculaires et qui sont visibles en Russie. Vous savez qu'en Russie, il est désormais interdit de parler des attaques de drones ukrainiens. Mais en réalité, c'est évidemment factice. Quand vous avez des images comme ça, ça se diffuse et instantanément sur les réseaux sociaux. Et on voit bien que voilà, le territoire russe, toute la Russie d'Europe, et ça a été démontré aussi pendant la parade du 9 mai qui n'a pu se faire que finalement par autorisation de Volodymyr Zelensky, et maintenant sous le feu des Ukrainiens qui tirent plus de missiles et de drones à longue portée maintenant que les Russes. Alors justement, regardons une carte parce que voyons où se situe Ryazan, mais il y a également Perm, vous voyez, qui est encore plus loin à l'est en Oural, et Tuapse qui est dans le sud au bord de la mer Noire. Donc Ryazan, c'est la troisième ville, Samantha Bender, dans laquelle il y a cette pluie de pétrole, c'est-à-dire le fait que simplement en touchant des raffineries, il y a du pétrole et ça provoque d'ailleurs des catastrophes écologiques, on va y venir, mais ça n'est pas la première en Russie. Non, ce n'est pas la première, et d'ailleurs tout ce printemps, fin d'hiver, début de printemps, plus vraiment début de printemps malgré les températures très froides en France, mais c'est en train de devenir un vrai phénomène en Russie, un phénomène problématique. Comme Michel l'a dit, les Russes maintenant interdisent aux médias de mentionner les frappes terroristes, donc ce qu'ils appellent les frappes ukrainiennes. Oui, les frappes ukrainiennes sont considérées terroristes, effectivement. Il y a eu aussi des très 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 grandes frappes dans la région de Saint-Pétersbourg, c'était au mois de mars, qui ont causé de tels nuages de fumée que c'était visible et depuis la Finlande et depuis l'Estonie. Donc les Ukrainiens ripostent tous les jours, mais malheureusement les Russes continuent à frapper des cibles civiles en Ukraine.
et une très grande attaque vient d'avoir lieu ces 2 derniers jours. Sur ces raffineries de pétrole, Abbas Galiamov, qui est un politologue russe, a eu ce commentaire: la guerre, je le cite, a pris un nouveau visage tout à fait distinct, le visage d'une catastrophe, d'un désastre écologique. Richard Verly, c'est une catastrophe nationale différée. Oui, mais de toute façon, si l'Ukraine continue de viser ce type de site pour des raisons évidentes, parce que c'est les infrastructures énergétiques russes, bien sûr qu'il y a des dommages environnementaux et des dommages écologiques que la Russie ne sera sans doute pas en mesure d'endiguer, et ce qu'on vient de voir sur les voitures est très frappant. Moi, je fais juste une comparaison. On est quand même là, les Russes savent qu'ils sont visés. Ils le savent. Et vous aurez remarqué l'inefficacité de leur défense antiaérienne par rapport aux drones ukrainiens. Alors que sur un autre théâtre, il se trouve que je reviens des Émirats Arabes Unis, on a vu, certes, il y a eu des dommages à des raffineries dans les pays du Golfe, mais avec une efficacité du bouclier antiaérien très très supérieure. Ça veut quand même dire, d'une part, que les performances, on l'a souvent dit, des Ukrainiens sont impressionnantes, mais surtout que l'état de la défense antiaérienne russe est relativement, même peut-être, très problématique. Ce jour était aussi un jour de deuil national en Ukraine, pour les 24 victimes, dont 3 enfants, d'une frappe russe cette nuit contre un immeuble d'habitation à Kiev, la capitale, dans le quartier de Darmitsa. Nous sommes d'ailleurs en direct avec notre correspondant en Ukraine, Guillaume Ptak. Guillaume, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les réactions en Ukraine à cette frappe qui, je crois, était l'attaque la plus massive des Russes en Ukraine depuis le début de l'année 2026. Effectivement, journée de deuil ici en Ukraine après cette attaque. L'une des plus massives, comme vous le mentionnez, aussi l'une des plus meurtrières. 24 personnes tuées, plus d'une 50aine de blessés. Et un missile qui a, comme vous le voyez sur les images, éventré un bâtiment résidentiel. Malheureusement, il reste à prévoir que des attaques similaires puissent se reproduire dans les jours à venir, car le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que selon le renseignement militaire ukrainien, la Russie se préparait à de nouvelles frappes massives contre les villes ukrainiennes et contre les centres de commandement. Et les autorités ukrainiennes ont d'ores et déjà promis des représailles à l'encontre des Russes et des commanditaires de ces attaques. Donc il semblerait que malgré les récentes déclarations de Vladimir Poutine, la fin de la guerre soit bien là. Merci Guillaume Tac, vous étiez en direct de Kiev pour LCI ce soir. J'aimerais qu'on revoie un instant ce missile, ou ce qu'il en reste, Michel Goya, que vous essayez de nous... Voilà, ce que l'on voit là, parce que c'est une partie d'un immeuble de 9 étages qui s'est effondré. 30 personnes ont pu être sauvées des décombres, je rappelle que 24 personnes sont mortes. Donc c'était un missile de croisière air-sol, KH-101, qu'on voit... Qu'est-ce qu'on voit à l'image parce que des gros morceaux de ce missile... ont été montrés, et il semblerait que c'est la preuve que la Russie fabrique très récemment ce missile, à croire le marquage de ce missile. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est quoi exactement? Il a été produit récemment. Le modèle est assez ancien, c'est un KH-101, donc c'est tiré depuis un avion à plusieurs centaines de kilomètres. Il apporte une grosse charge, 400 kilos d'explosifs, c'est pour ça que vous pouvez détruire un immeuble complet. Mais ce qu'on a noté, c'est qu'il était fabriqué assez récemment. C'est un numéro de fabrication, si vous voulez. C'est ça, le numéro de fabrication qui est visible sur... Oui, mais ça veut dire en réalité que, et pour le coup, c'est un succès industriel russe, incontestable, c'est qu'ils ont réussi à maintenir une production importante de missiles et encore plus de drones à longue portée qui perfectionnent sans cesse. Donc ça, oui, ils ont une capacité qui est renouvelée. Mais ce que dit notamment Volodymyr Zelensky, c'est que, ok, d'accord, mais pour faire ces missiles, il faut des composants, il faut en particulier, et d'où viennent ces composants? Ils ne viennent pas forcément de Russie. D'où, toujours, encore une fois, l'aide chinoise et éventuellement tout le trafic ou les détournements occidentaux. Plus important que ça, ils ont identifié des composants de Texas Instruments, donc une boîte américaine, de Kyocera, une boîte japonaise, de Harting Technologies allemande et de Nexperia, qui est une boîte néerlandaise, dans ce missile K-101, KH-101, qui a été fabriqué, Michel a dit récemment, mais pour que vous compreniez ce que ça veut dire récemment, deuxième trimestre 2026. Donc deuxième trimestre 2026, fabrication de missiles, ce qui prouve qu'ils ont besoin d'en fabriquer, qu'ils ont utilisé tout leur stock, mais ils en fabriquent encore avec des composants occidentaux qui arrivent en Russie grâce au détournement des sanctions.
Regardez ces images d'un MiG-29, donc ukrainien. Ces images ont été prises depuis, c'est le pilote du MiG-29 qui abat un drone Shahed russe avec un missile RR. Un missile RR, donc là je me tourne encore vers vous Michel, bien évidemment, abattre avec un missile RR un drone Shahed russe, on est dans une guerre asymétrique là pour le coup. Hein. Oui, mais alors ils utilisent un missile RR R73, donc c'est relativement vieux, hein, ça date du début des années 80. Oui, mais ça coûte plus cher qu'un drone Shahed. Mais ça coûte certainement moins cher que les dégâts qu'aurait fait le Shahed s'il était arrivé, s'il avait touché son objectif. Donc ça reste malgré tout, avec ces missiles assez anciens, ils sont relativement abondants. Bon, c'est mieux si on le tape évidemment à la roquette ou les mitrailleuses, mais à défaut, bon, ça pourquoi pas. Et Marco Rubio, soulignons ce qu'a dit Marco Rubio, le secrétaire d'État américain hier sur Fox News, à propos des Russes et des Ukrainiens. Les Russes perdent 5 fois plus de soldats par mois que les Ukrainiens. L'armée ukrainienne est actuellement la plus forte armée d'Europe. Stéphane Goldin, est-ce que vous êtes d'accord ? On voit qu'il y a une forte présence ukrainienne, mais on voit aussi l'évolution de l'armée ukrainienne depuis le début de cette guerre. C'est vrai qu'au tout début, personne ne croyait en l'armée ukrainienne et tout le monde pensait que les Russes allaient en faire une bouchée. Or, on s'aperçoit que cette armée ukrainienne s'entraîne, continue de s'entraîner, continue d'avoir aussi accès à énormément de renseignements et continue aussi d'élever son niveau. Maintenant, il faut comprendre que de l'autre côté, du côté russe aussi, il y a un niveau qui est certain, mais avec énormément de failles. Et tout à l'heure, quelqu'un disait sur le plateau que c'est vrai qu'il y a énormément d'interrogations concernant la défense aérienne russe. C'est vrai que c'est un point d'interrogation. Moi, quand j'ai vu ces images, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est quand même la raffinerie, une des raffineries les plus importantes de Russie qui... Mais c'est pas la première fois qu'elle est bloquée par les Ukrainiens. Il me semble 17 millions de tonnes Bon, c'est quelque chose de très important. Mais au-delà de ça, on sait très bien aujourd'hui que l'armée ukrainienne est devenue une armée excellemment forte, excellemment entraînée, avec aujourd'hui une possibilité d'attaque, d'opération qui n'était pas connue il y a encore 4 ans. Alors passons à une autre armée en Europe, à un autre pays qui est considéré comme développant son armée de plus en plus, c'est la Pologne, qui a eu une surprise aujourd'hui, puisque vous vous souvenez, il y a quelques jours, le Pentagone avait annoncé le retrait de 5000 soldats américains d'Allemagne, après que Trump avait protesté contre les critiques du chancelier Merz, qui concernait bien sûr la gestion de la guerre en Iran. Mais hier, il a été plus loin, Donald Trump, en annulant assez brusquement, plutôt brusquement même, le déploiement de 4000 soldats américains, dont toute une brigade blindée en Pologne. Alors il s'agit de la 2e brigade blindée de combat de la 1re division de cavalerie américaine, basée au Texas. C'est 4000 hommes, c'est ça, Michel Goya. Oui. Ils s'apprêtaient à faire une rotation de 9 mois. Oui, ça fait partie des unités qui sont déployées en mission tournante en Europe orientale, donc comme nous d'ailleurs, hein, avec évidemment à moins grande échelle. Donc vous avez un certain nombre de brigades américaines qui ont été déployées en Roumanie, en Pologne, etc. Mais c'est pas des brigades permanentes. Hein, donc c'était dans le cadre de cette opération dite de réassurance des pays de l'Est. Et donc là, apparemment, au moins, c'est Pete Hegseth, le secrétaire de la des armées, enfin du ministère de la guerre, américain, qui a décidé de ne pas renouveler la rotation. Et c'est effectivement assez symbolique, à la fois du repli d'une certaine façon américain ou du désintérêt de ce front européen, du désintérêt de faire face à la Russie, parce que ils sont là pour faire face. Pour dissuader. C'est face à la Russie. On va peut-être avoir un problème de dissuasion. C'est pas la planète Mars. Alors allons plus loin quand même, parce que, pardon de vous couper Michel, mais c'est quand même étonnant que ça se passe en Pologne, parce que les Polonais sont les plus favorables de toute l'Europe, effectivement, à la présence militaire américaine, contrairement à d'autres capitales. 4,7% des dépenses du PIB polonais, et c'est exactement ce que souhaite Donald Trump, donc c'est parmi les plus élevés de l'OTAN. Écoutons la réaction du Premier ministre polonais Donald Tusk, qui minimise. On m'a donné l'assurance, et cela compte aussi pour moi.
que ces décisions sont de nature logistique et n'auront aucune incidence sur les capacités de dissuasion ni sur notre sécurité. En ce qui concerne la coopération polono-américaine, la Pologne a été et restera l'allié le plus stable, le plus loyal et le plus efficace, tant des États-Unis que des autres pays de l'OTAN. Samantha Bendern, c'est étonnant que ça arrive à la Pologne. C'est étonnant que ça arrive à la Pologne parce que donc la Pologne est le bon élève de l'Europe pour les Américains. Ce qui moi m'étonne, c'est le langage de Donald Tusk qui s'est montré beaucoup plus critique vis-à-vis des Américains il y a quelques semaines, qui a sans doute dû voir ce qui est arrivé à Friedrich Merz, qui après avoir critiqué les Américains s'est vu retirer 5000 hommes de l'Allemagne. Donc on sent chez les Polonais une consternation. Et le langage de Tusk, c'est pas du tout celui qu'on lui connaît par rapport à l'Amérique d'aujourd'hui. Juste une chose que je voudrais rajouter, que depuis plusieurs semaines, les Américains ne livrent pas des armes aux pays européens, aux États baltes, à la Pologne, qui ont été payés par l'Europe. Et les Américains disent oui, vous les avez payés, vous les avez achetés, mais nous en avons besoin au Moyen-Orient. Je ne parle même pas des armes qui ont été achetées par les Européens pour l'Ukraine, qui ne sont pas envoyés en Ukraine et qui sont envoyés dans le Golfe. Donc là, on assiste vraiment, peut-être que ces 4000 hommes, ça paraît symbolique, mais c'est un signal que nous, en Europe, nous devons prendre extrêmement au sérieux, parce que nous ne pouvons plus nous fier aux États-Unis aujourd'hui pour notre défense. Ben, vous ne croyez pas si bien dire, puisque Pete Hegseth, on va l'écouter, a été auditionné avant-hier par le Sénat américain, et lui, il rejette la faute très directement sur les dirigeants des pays en question, des pays européens. Ce ne sont pas les troupes, ce sont les capitales de ces armées qui limitent ce qu'elles peuvent faire, où elles peuvent aller, contre qui elles peuvent se battre, ce qui nous impose des limites à nous aussi. Et tous ceux qui ont fait partie de ces formations le savent. C'est donc facile d'en parler ici. C'est autre chose de le mettre en pratique. Et nous avons besoin d'alliés qui partagent le fardeau et non qui deviennent un fardeau avec leurs contraintes politiques. Richard Verly, là, c'est pas de la langue de bois. Là, il rejette la faute complètement. Donc c'est pas de la faute, c'est pas les Américains, c'est pas eux qui s'en vont, c'est de la faute des dirigeants européens qui ont pas fait ce qu'il fallait. Écoutez, il y a quand même un sujet sur lequel Donald Trump était sans doute persuadé que ses meilleurs amis ou ses meilleurs alliés européens, l'Allemagne ou la Pologne, allaient quand même tenter quelque chose pour venir l'aider, c'était Hormuz. Et ni l'Allemagne, Friedrich Merz a été extrêmement critique, puisqu'il a même dit que les États-Unis avaient été humiliés par l'Iran, et la Pologne, sur l'affaire d'Hormuz, elle n'a rien tenté pour convaincre ou essayer au moins, ne serait-ce que de sauver la face en disant que les Européens devraient faire quelque chose. Autrement dit, tous les Européens, y compris ces deux-là, l'Allemagne et la Pologne, ont conclu que la guerre au Moyen-Orient n'est pas la guerre de l'Europe. Et ça, Donald Trump, il ne le supporte pas. Oui, Sylvie. Oui, tout à fait. C'est une décision punitive, en fait. Bien parce sûr. que Donald Trump, Hegseth aussi, sont furieux que les Européens aient dit que ce n'était pas notre guerre. Voilà. Et donc, ils disent, si c'est pas votre guerre, débrouillez-vous sur l'Ukraine. Déjà qu'ils avaient l'intention de se retirer, mais a fortiori, après le refus de s'engager dans le détroit d'Ormuz. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il passe son temps à critiquer les dirigeants européens, qu'il a menacé l'intégrité territoriale d'un pays de l'Europe, je parle du Groenland, et que Poutine, qui envoie des données satellitaires à l'Iran, qui visiblement a aussi envoyé des drones à l'Iran, lui n'a pas la moindre critique. Donc on voit vraiment le deux poids deux mesures de Donald Trump. Le deux poids deux mesures de Donald Trump, mais lisons plutôt ce que dit un ancien commandant de l'armée américaine en Europe, qui effectivement, comme il est ancien commandant, a une parole beaucoup plus libre. Le rôle de l'armée américaine en Europe consiste avant tout à dissuader les Russes. Or, un atout majeur qui allait contribuer à cette dissuasion a disparu. Stéphane Goldin, c'est bien ce que nous étions en train de dire. Comment va pouvoir se développer la dissuasion vis-à-vis de la Russie s'il y a de moins en moins de troupes américaines en Europe ? Je reste encore persuadé que nous sommes aussi là dans un jeu d'échecs à moyen et à long terme. Et je reste persuadé que toute cette opération, concernant d'ailleurs les meilleurs amis des États-Unis, on a parlé de l'Allemagne, on a parlé de la Pologne, c'est vrai qu'ils ne sont pas intervenus sur ce qui se passe en Iran et plus particulièrement sur Hormuz, mais je reste aussi persuadé que derrière tout ça, il y a une grosse opération d'intox quant à l'OTAN, quant à la présence américaine sur le territoire européen. Derrière tout ça, il y aura un autre pion qui seront probablement avancés dans quelques semaines ou dans quelques mois quand les choses
seront un petit peu modifiées. Et là, on verra, je reste persuadé, les Américains revenir, en tout cas se maintenir en Europe, justement par rapport à la question russe, parce qu'il y a toujours ce débat. Et qu'on le veuille ou non, il y a une relation entre Trump et Poutine. Et cette relation, qu'on le veuille ou non, elle se fait au détriment aussi de l'Ukraine. Et donc, à un moment donné, ils vont devoir se parler. Et se parler, ça ne veut pas dire que l'on va aller vers un pacte de non-agression. C'est peut-être un pacte, je dirais, où chacun va se regarder en chien de faïence, tout en se respectant, mais pour cela, il faudra qu'il y aura des forces américaines sur le territoire européen, parce que l'Europe, actuellement, n'a pas la capacité de pouvoir maintenir une force propre à elle face à la question européenne. En tout cas, le chancelier allemand Friedrich Merz était aujourd'hui devant des jeunes catholiques en Bavière, et il a été très applaudi lorsqu'il a évoqué justement les États-Unis. Écoutez, c'est assez étonnant ce que dit le chancelier Friedrich Merz. Je suis un grand admirateur de l'Amérique, mais mon admiration ne grandit pas en ce moment. Je ne recommanderais pas à mes enfants d'aller aux États-Unis aujourd'hui, d'y faire leurs études et d'y travailler, tout simplement parce qu'un drôle de climat social s'y est installé. Aujourd'hui, les personnes les plus diplômées aux États-Unis ont beaucoup de mal à trouver un emploi. Bon, Friedrich Merz n'hésite pas donc à déconseiller aux jeunes Allemands d'aller s'installer aux États-Unis, mais peu de temps après, il a publié ce tweet: les États-Unis et l'Allemagne sont des partenaires forts au sein d'une OTAN forte. C'était juste après un coup de fil qu'il a eu avec Donald Trump. Sylvie Bermann. Non, mais justement, je veux dire, à chaque fois qu'il fait une déclaration critique et qui déplaît à Trump, Trump se venge. Voilà. Il est obligé de rectifier le tir. De rétro-pédaler, comme on dit. Absolument. Et en fait, aussi bien l'Allemagne que la Pologne, pour les Pays-Bas, sont paniqués à l'idée de cette rupture avec les États-Unis et du départ des États-Unis d'Europe. Mais est-ce que ce retrait d'Allemagne, Michel, est encore au stade de la planification ou est-ce qu'il va avoir lieu ? Il va probablement avoir lieu, mais il faut quand même rappeler que c'est une tendance longue. Si on compare ce qu'il y avait, toutes les forces américaines qu'il y avait pendant la guerre froide, les forces américaines actuelles. On allait vers ça. On réduisait. La brigade qui va être retirée de Pologne, elle n'était pas là avant la guerre en Ukraine. Elle était ramenée un peu en urgence, justement au moment du conflit. C'était pas une unité permanente. Donc là, on revient d'une certaine façon à la situation précédente. Je rappelle juste qu'il y a quelques jours, les Américains ont aussi, alors ça peut pas être contradictoire, ont aussi montré un sous-marin nucléaire lanceur d'engins dans une base britannique à Gibraltar, ce qui ne se montre jamais, mais dit, regardez, on a un sous-marin nucléaire lanceur d'engins en Europe, et en même temps, ils ont déployé un avion, un Mercury E6, qui est un avion de communication avec des forces nucléaires en Allemagne. Donc il y a aussi le message, attendez, le parapluie nucléaire, c'est encore nous. Oui. Sophia, et puis vous, Stéphane Goldin. Oui, on parlait de la capacité vis-à-vis de la Russie, et bien d'être une force qui soit crédible face à la Russie. Il y a eu cette décision concernant les 4000 hommes qui ne vont pas être déployés en Pologne. Il y a aussi une décision américaine de ne pas déployer une unité d'artillerie de l'armée de terre qui devait également avoir lieu sur le territoire allemand. Donc déjà, l'Allemagne, on savait qu'elle avait été touchée, parce qu'il y a déjà 5000 hommes qui sont concernés. La Pologne, qui est un bon élève, là encore, on nous parle de 4000 hommes. Et on dit que tout ça, face à Poutine, c'est pas très crédible. Mais plus encore que tout cela, il y a eu le désengagement de l'Amérique dans la guerre, ou en tout cas en soutien à l'Ukraine, mais également, ce que vous évoquiez, Samantha, c'est le fait que, face à l'engagement ou au soutien russe aux Iraniens, Trump reste silencieux, parce qu'il s'écrase devant soit ses amis, soit les puissants, comme on a vu en Chine, et tout ça fait que, quels que soient les effectifs que vous déployez en Europe, n'est-ce pas, vous n'êtes pas crédible face à Poutine quand le parapluie américain est inversé, on va dire, puisqu'il laisse tout passer, puisqu'il est face à Poutine totalement inconsistant.
Stéphane Goldin. Il y a une méfiance mondiale de toutes les capitales dans le monde vis-à-vis de Donald Trump, que cela soit en Europe, que cela soit au Moyen-Orient, parce que personne ne comprend exactement quelle est sa stratégie. Lui, peut-être, la comprend. Toujours est-il, et je suis persuadé qu'il a une stratégie, mais personne concrètement arrive à l'attraper, cette stratégie, et à la comprendre. Parallèlement à cela, et le colonel Goya en a parlé, il est probable aussi que nous nous tournons aussi vers une nouvelle forme de guerre, plus technologique, avec d'autres outils, qui ont des capacités autres que des hommes à terre sur un territoire donné, qui peuvent être téléguidés de plus loin, et donc on pourrait voir aussi, parce qu'il faut comprendre aussi que depuis maintenant quelques années, nous sommes dans une vision nouvelle de la guerre, et donc avec des nouvelles technologies, des nouvelles armes, qui pourraient donner une nouvelle forme de guerre dans les années à venir. Revenons à la guerre en Iran. Hier, un navire ancré au large des Émirats Arabes Unis, non loin du port de Fujairah, a été saisi et ramené vers l'Iran, et un cargo qui battait pavillon indien près du sultanat d'Oman et qui transportait, lui, du bétail qui venait d'Afrique et qui allait vers les Émirats Arabes Unis, a tout bonnement été coulé après avoir été attaqué. L'Inde a évidemment condamné cette attaque, puisque c'était un navire indien. 14 membres de l'équipage de ce navire ont été secourus par les gardes-côtes du sultanat d'Oman. Personne n'a revendiqué cette attaque. Le navire a été touché par un missile ou un drone. En tout cas, tout cela prouve que la tension grandit encore dans ce détroit d'Ormuz, qui n'est pas du tout encore débloqué. Et ce sujet a été débattu entre Xi Jinping et Donald Trump. Voici ce qu'en a dit Donald Trump à son retour dans l'avion il y a quelques heures. Je ne lui ai pas demandé de mettre la pression. Je n'ai pas besoin d'une faveur. Mais je crois que Xi Jinping va mettre la pression sur l'Iran. Il aimerait voir le détroit ouvert, car 40% du pétrole et de l'énergie achetée par la Chine passent par Ormuz. Nous, 0%. Nous n'en avons pas besoin. Sylvie Berman, on se rend compte que Donald Trump, là, dit qu'il n'a pas besoin d'une faveur. Il n'a pas besoin d'une faveur. Enfin, le fait qu'il le dise, ça, oui. Voilà, c'est ça. Il n'a pas besoin c'est-à-dire, il n'a pas besoin d'aide de la part de Xi Jinping sur Ormuz. Or, il semblerait plutôt qu'il en ait besoin. Oui, absolument. Il l'a demandé, mais c'est comme les Européens. Il n'avait pas besoin d'eux à Ormuz, mais il les a sommés de venir l'aider. Donc, bon, c'est un peu son comportement habituel. Oui, il espère que les Chinois pourront faire quelque chose. Ils ont une influence sur l'Iran qui est membre des BRICS. Et puis, même si la Chine pâtit moins de la fermeture d'Ormuz, parce que... En fait, la Chine et les États-Unis en pâtissent moins. Non, mais bien sûr, parce que d'une part, ses stocks sont pleins, parce qu'elle a des véhicules électriques et donc pas le problème des prix à la pompe, et qu'elle importe du pétrole d'ailleurs. Mais il n'empêche que la Chine tient quand même à la liberté de navigation dans toutes les zones. Alors en plus, évidemment, les Iraniens sont assez malins parce que ils ont autorisé une trentaine de navires chinois de franchir le détroit. Donc il n'y a pas d'urgence pour les Chinois. Ils n'ont pas envie que l'Iran perde, mais en même temps, c'est vrai qu'ils aimeraient bien la réouverture. Et d'ailleurs, ça a été dit par les dirigeants et par le porte-parole chinois. Du côté iranien, le ministre des Affaires étrangères, M. Abbas Araghchi, qui était aujourd'hui à New Delhi, où justement il assiste à une conférence, un sommet des BRICS. Les BRICS, vous savez, ce sont ces 10 États qui sont non occidentaux. Voici ce qu'il a dit par rapport à Ormuz. En ce qui nous concerne, le détroit d'Ormuz est ouvert et tous les navires peuvent y passer, à l'exception des navires appartenant aux pays qui sont en guerre contre nous, qui nous combattent. La situation dans le détroit d'Ormuz est très compliquée en ce moment. Et nous essayons d'aider les navires à passer en toute sécurité. Tout reviendra à la normale une fois que les actes d'agression auront totalement et complètement cessé. Cher Verly, la seule chose qui est claire, c'est que d'un côté comme de l'autre, on veut que Ormuz soit ouvert. Absolument, et ce qu'on ne mesure pas... Sauf qu'Ormuz ne l'est pas.
Ce qu'on ne mesure pas. C'est ça l'effet. Et on voit là la carte, en direct de la circulation. On voit bien que personne ne circule. J'étais ces derniers jours et j'étais sur le port de Korfakan qui est à côté de Fougeira. Où étiez-vous exactement le port de Korfakan qui est au-dessus de Fougeira et qui est le port des Émirats Arabes Unis qui donne sur Oman. Qu'avez-vous constaté? Et ce qu'on ne mesure pas, c'est qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a bien sûr l'enjeu sécuritaire, on le connaît, les bateaux ne passent pas, mais c'est qu'un certain nombre de bateaux maintenant essayent de faire le plus de cabotage possible le près des côtes, et ça pose des tas de problèmes parce que c'est pas du tout des méthodes de navigation qui sont habituelles. Vous avez eu des collisions à l'hôpital au moment où je parlais à quelqu'un de la capitainerie du port. Il y avait un problème parce qu'il y a eu une collision entre des navires parce que ces navires essayent de se rapprocher le plus proche possible de la côte, et donc c'est vraiment un bouleversement. Ce qui est certain en revanche, c'est que vu le volume, le nombre de navires qui sont coincés dans cette zone, ce n'est pas une autorisation donnée à 10 ou à 20 qui va désengorger l'affaire. On est vraiment dans une crise humanitaire maritime. D'ailleurs, Donald Trump, vous vous souvenez, l'avait dit, la crise humanitaire, parce que vous avez tous ces bateaux ont des équipages, et je peux vous dire que partout sur la côte, on les voit, ces gens souvent sont des marins philippins, vous voyez les navettes aller, et ils sont vraiment dans un triste état, ils n'ont plus d'argent. Alors heureusement, les Émirats Arabes Unis, il n'y a pas de problème de ravitaillement, ils trouvent tout, mais il faut acheter la marchandise, il faut la ramener sur les navires, et le gouvernement des Émirats vient de mettre en place une forme de, je ne sais pas comment l'appeler, de fonds d'assurance pour permettre à ces navires, c'est une avance faite en denrées aux armateurs de ces navires pour les ravitailler. Alors non seulement on n'est pas tout à fait sûr de quoi ont véritablement parlé Xi Jinping et Donald Trump, des sujets qui fâchent, Hormuz, l'Iran, etc., mais en plus, arrêtons-nous un tout petit peu sur cette séquence qui s'est déroulée dans des jardins qui sont d'habitude très peu accessibles aux hôtes étrangers, qui montrent que Xi Jinping sait flatter Donald Trump. Il l'a emmené, et Donald Trump en était très fier. On va écouter leur dialogue dans cet ex-jardin impérial qui est en fait dans le QG où vivent et où travaillent les dirigeants du Parti communiste chinois aujourd'hui, y compris lui-même Xi Jinping. 看看这棵树，这是一个两棵树连在一起了，也是100多年前的一棵树。100年吗？哦，不止啦，不止100年，200，非常不一般。我告诉你，这边的树全部是在200-300年以上，那边还有一个400多年的树。All the trees here are around 200 to 300 years old, and the big one just behind. 那棵粗一点是400 years old. They live that long, these trees. 这些树真的能活这么久？是的，还有1000年的树。And there are trees 在其他的地方。Years old. From other countries, presidents and prime ministers. Does he bring them? 这个地方我们首先以前外事活动都不在这里，后来有外事活动以后极少这个东西。In the past, we never had state function. Bon, vous avez remarqué que la seule chose qui intéresse Donald Trump, c'est de savoir qui d'autre a été invité dans ces jardins exclusifs, Sylvie Berman. Là, la raison pour laquelle Xi Jinping, donc c'est Poutine, la réponse, il lui dit faussement, naturellement, que c'est Vladimir Poutine. Tout ça, c'est orchestré pour pouvoir flatter Donald Trump, parce qu'on sait comment le flatter. Et les Chinois savent parfaitement faire ça. D'abord, ils ont des lieux magnifiques et puis symboliques. Et alors, quand ils parlent des arbres qui ont 200 ou 400 ans, ça veut dire qu'ils ont en fait une longévité plus grande que les États-Unis, non que 250 ans, et ce qui a été rappelé très souvent pendant le voyage. Mais toute la visite a été faite pour plaire à Donald Trump. Cela dit, ils avaient fait la même chose il y a 7 ans. Les Chinois savent très bien faire ça. Et le rappel de Poutine avec cette fameuse amitié sans limite que je cite dans mon dernier livre. Donc, effectivement, tout ça, c'est les amis de Donald Trump. On remarque, Samantha Bernard, que Donald Trump a été, pendant toute cette visite, extrêmement déférent. On le voit rarement comme ça n'est pas son habitude. Par exemple, dans son grand discours lors du banquet, il n'a osé aucune digression.
il est resté cantonné purement au discours. Il se tenait véritablement à carreau, si je puis dire. Il était parfaitement maîtrisé, donc on voit que Donald Trump sait se maîtriser bien sûr. Quand les enjeux sont importants. Oui. On a vu son langage corporel déférent vis-à-vis de Xi. Il y a une séquence, une photo extraordinaire de leur poignée de main quand Xi met sa main sur celle de Trump. Ça fait presque, si vous avez des chats ou des chiens qui mettent leurs pattes sur vous pour montrer la dominance, donc c'était presque un langage animal. Si je peux revenir sur cette promenade dans le jardin avec les roses, moi je vois là aussi très subtilement une critique vis-à-vis de Trump de la part de Xi, parce que tout le monde le sait que Donald Trump a détruit le jardin des roses qui était emblématique de la Maison Blanche, qui a été créé en 1913, qui a été redessiné par Jackie Kennedy, qui était vraiment l'endroit considéré comme un vrai havre de paix à la Maison Blanche, avec des roses extraordinaires, qui a été complètement détruit et pavé avec du béton pour faire un espèce de Mar-a-Lago bis avec des ombrelles, on se croirait presque dans un club de vacances. Et Xi a offert des graines de roses à Donald Trump qui a paru très inspiré. Mais il n'a plus le jardin des roses. Et donc là, je vois dans cette séquence aussi Xi qui envoie un message au monde pour dire voilà, moi je sais garder la beauté et l'harmonie, alors que ce monsieur, il a tout détruit chez lui. Pendant cette visite, le cérémonial n'a pas réussi à dissimuler la dureté des rapports de force entre les deux grandes puissances, et notamment à propos tout de même de Taïwan, puisque Donald Trump, comme on va l'écouter, dans l'avion, prétend qu'avec Xi Jinping, ils ont beaucoup parlé de Taïwan. Le président Xi Jinping et moi avons beaucoup parlé de Taïwan. Nous avons parlé de Taïwan et de l'Iran et je pense que nous sommes d'accord sur chacun de ces sujets. À propos de Taïwan, il ne veut pas de guerre pour l'indépendance car ce serait très violent et je l'ai bien entendu à ce sujet. Il me semblerait assez étonnant, Sylvie Bermann, que, comme le dit Trump, il soit d'accord sur ces sujets. Alors, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'avait pris aucun engagement, ni dans un sens ni dans l'autre. Là, évidemment, ils vont pas loin. Non, mais les Chinois voulaient un engagement de s'opposer à l'indépendance de Taïwan, alors que les Américains restent sur la ligne traditionnelle. Pas d'indépendance de Taïwan, pas d'intervention chinoise et liberté de navigation. Mais il y a eu une mise en garde très sévère parce que les Américains entendaient livrer pour 17 milliards d'armements à Taïwan, ce qui a été gelé avant la visite. Et de toute façon, c'est un conflit récurrent entre les deux pays. Moi, j'ai toujours connu ça quand je m'occupais de la Chine. Depuis des décennies, tout tourne autour de Taïwan. Oui, Sophia. Oui, effectivement. Mais l'on sent néanmoins que cette fois, c'est là où la mise en garde a été la plus claire et la plus menaçante, parce que, donc évidemment, il a parlé du piège de Thucydide, qui voudrait que les puissances dominantes, lorsqu'elles font face à des puissances, émergentes, quand une puissance émergente menace de renverser la puissance dominante. Donc c'était effectivement un message. Oui, non, c'est de dire que effectivement, quand une puissance dominante voit une puissance émergente atteindre presque son niveau, elle est tentée par la guerre. Et en fait, donc ça serait les États-Unis. C'est un message lancé aux États-Unis. En tout cas, ce qu'il a dit clairement, et ça a été même dit à la télévision publique en Chine, c'est on a dit à Donald Trump, ou il a été dit avec Donald Trump, que si on gérait ça intelligemment, ce serait bien. Sinon, ça pourrait donner lieu à une confrontation et voire peut-être un conflit. Effectivement, donc derrière ces paroles diplomatiques, il y a bien sûr la menace des faits qui sont toujours là. Les faits, c'est que l'armada américaine se trouve toujours là où elle était il y a quelques semaines, là où elle a mené la guerre contre l'Iran. Elle n'a pas quitté les lieux. Et en revenant de sa visite d'État en Chine, le président américain a tenu des propos plus libres, disons, dans son avion que ceux qu'il tenait quand il était face aux dirigeants chinois. Et voici ce qu'il a dit sur l'Iran. Nous avons une victoire militaire totale. Nous avons anéanti toute leur marine, toute leur armée de l'air, tous leurs radars, toutes leurs usines pour construire les missiles.
Nous avons aussi tué leurs dirigeants. 85% de leurs usines de fabrication de missiles sont détruites. Nous avons tout anéanti. En revanche, nous n'avons détruit qu'un seul pont, parce qu'ils se sont mal comportés. Si on le voulait, on pourrait détruire tous les ponts et toutes leurs infrastructures électriques en 2 jours. Sonia Dridi, vous êtes de nouveau avec nous, vous êtes en direct de Washington. Donald Trump qui n'est pas encore revenu, qui n'a pas encore touché le sol américain. Le vol est long depuis la Chine jusqu'aux États-Unis. Donald Trump qui a l'air de vouloir souligner, avec grandiloquence, qu'il a encore toutes les cartes en main, militairement parlant. Oui, parce que Donald Trump, après avoir assuré que les États-Unis avaient décimé l'armée iranienne, a précisé, mais il faudra peut-être encore faire un peu de nettoyage après le cessez-le-feu d'un mois. Donc il a parlé du cessez-le-feu au passé. Il a assuré qu'il avait conclu ce cessez-le-feu pour faire une faveur au Pakistan. Et lorsqu'un journaliste lui a demandé « mais est-ce que vous allez bombarder l'Iran ?», il a dit qu'évidemment il n'allait pas lui répondre. Mais Donald Trump a aussi précisé un peu plus tôt dans une interview à Fox News que sa patience avait des limites. On a un Donald Trump de plus en plus pressé, extrêmement frustré, qui pensait que ce conflit allait durer moins longtemps, qui veut obtenir une victoire pour la présenter à son opinion publique. Et selon plusieurs médias américains, il pense à reprendre les hostilités, à relancer une opération militaire. D'ailleurs, selon NBC, cette opération pourrait s'appeler l'opération Massue. On savait qu'il n'allait pas prendre de décision avant son voyage en Chine de part des responsables américains, et donc il est très attendu ici à la Maison-Blanche. Il doit atterrir dans environ 2 heures et ensuite, soit il pourrait s'exprimer devant les journalistes ou alors aussi poster un message sur son réseau Truth Social. Merci beaucoup Sonia Dridi, merci, vous étiez en direct de Washington. Effectivement, Donald Trump ne pouvait pas engager quoi que ce soit militairement quand il était évidemment sur le territoire de la République populaire de Chine. Que va-t-il décider ce soir ou dans les heures qui vont suivre? En tout cas, des nouvelles images du CENTCOM nous parviennent. Ces F-35 qui ont été vus aujourd'hui décollant de l'USS Tripoli. L'USS Tripoli se trouve toujours dans mer d'Arabie non loin. Que signifient ces images, Michel Goya? Alors en soi, en réalité, pas grand-chose. Les F-35 sont les F-35B sur un porte-hélicoptère. C'est des avions à décollage court, voire vertical. Oui. Non, mais qui ont plutôt un rayon d'action relativement limité. En réalité, ils sont plutôt faits pour des combats, on va dire, relativement proches et plutôt sur le littoral. Ils font partie du groupe d'assaut amphibie. Donc, alors ces avions, ils s'entraînent tous les jours. Ils sont actifs tous les jours. Mais globalement, il faut bien comprendre que le problème majeur pour Donald Trump, c'est qu'il a arrêté la guerre le 8 avril. Avec le cessez-le-feu. Oui, avec le cessez-le-feu, en utilisant son langage, alors qu'il a laissé des cartes en main des Iraniens. C'est-à-dire qu'il n'a pas fini le boulot, quoi. Les Iraniens, le 8 avril, avaient toujours le contrôle du détroit d'Ormuz. Ils avaient toujours... Vous pensez que c'est une erreur de sa part, Michel ? Oui. Je n'étais pas forcément fanat de ce mode d'action, mais quand on le lance, on le fait jusqu'au bout. Pour vous, il a arrêté trop tôt. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on se retrouve en situation où il demande un cessez-le-feu alors que les Iraniens ont toujours le contrôle du détroit d'Ormuz, alors qu'ils ont toujours une capacité de frappe de missiles, alors qu'ils peuvent toujours utiliser des proxys éventuellement. Et donc, vous commencez une négociation alors que vous laissez des cartes entre les mains de celui qui est face à vous et qui donc se dit écoutez, moi j'ai résisté à 40 jours de frappe aérienne, j'ai un atout formidable qui est une quasi prise d'otage avec le détroit d'Ormuz en main, je suis en position de force pour négocier. Et c'est pas comme ça que vous allez obtenir quelque chose. Donc soit maintenant il y va. Soit vous éliminez ces cartes, c'est-à-dire que vous reprenez le contrôle du détroit d'Ormuz par la force, vous détruisez vraiment l'arsenal balistique, et comme ça c'est une autre prise d'otage sur les pays voisins qui disparaît, etc. Et puis vous placez les Iraniens dans une position de faiblesse, et dans ce cas-là, ils sont désarmés, ils peuvent négocier. Soit
et c'est peut-être sans doute la tentation, c'est que vous attaquez directement l'Iran. Là, on parlait des infrastructures économiques, pour exercer une pure pression sur le dirigeant, pour qu'eux-mêmes décident de jeter les cartes qu'ils ont en main, sous la pression. Maintenant, c'est les deux stratégies possibles sont en fait très aléatoires, quoi. Très coûteuses certainement, et en tout cas très aléatoires, surtout la seconde. Avant de demander son avis au second militaire sur ce plateau, Stéphane Goldin, laissez-moi vous donner cette précision. Un nouveau bâtiment d'assaut amphibie américain, justement, se dirige à son tour vers le Moyen-Orient. C'est le USS Makin Island, qui vient de San Diego, en Californie. Et ces marins se préparent au déploiement. Donc il est long de 257 mètres, il transporte lui aussi des F-35, il vient de terminer un entraînement. Donc Stéphane Goldin, ça veut bien dire, êtes-vous d'accord avec ce qu'a dit Michel Goya, c'est-à-dire que effectivement il aurait peut-être fallu ne pas arrêter, mais en tout cas Donald Trump, ce qu'il montre ce soir, c'est qu'il est prêt à continuer. Il est prêt à continuer. Du côté israélien, je peux vous dire qu'actuellement, à l'heure où l'on parle, le niveau de la mobilisation a augmenté d'un cran. En Israël ? En Israël, pour le moment. Et tout le monde attend l'arrivée de Donald Trump pour savoir exactement ce qui va se passer. Et tout le monde est prêt sur les starting blocks pour repartir sur une confrontation avec l'Iran à l'heure où l'on parle. En tout cas, c'est-à-dire Israël serait prêt à faire quoi ? Israël est prêt à repartir sur le territoire iranien pour continuer cette guerre. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il arrête. Déjà au mois de juin 2025, Israël avait été freiné, je dirais, dans son élan suite à l'arrêt des États-Unis. Or là, comme le dit Michel Goya, on est face aussi à un arrêt qui a été brutal en laissant tout en l'air, et on n'a pas pu terminer le travail. Or aujourd'hui, où l'on va jusqu'au bout, ou on n'y va pas. Et si on n'y va pas, tout ça pourquoi ? Parce que on est face à une situation, en tout cas du point de vue d'Israël, où il y a, c'est vrai, énormément actuellement d'interrogations. Pourquoi ces interrogations ? Parce qu'Israël reste sur la même idée, c'est-à-dire évidemment l'élimination du régime, la chute du régime, la question de l'uranium, la question des missiles balistiques, et il y a eu le rapport de la CIA disant clairement qu'il y avait la capacité de missiles qui était revenue à pratiquement 70%, Sophia le rappelait tout à l'heure, et la question aussi pour Israël, qui est aussi important, celle des proxys, sachant que la tête du serpent est à Téhéran. Donc, Israël, pour le moment, est actuellement en attente de ce que va dire Trump dans les heures qui viennent, mais c'est vrai que le travail, pour le moment, n'est pas terminé, et si ça devait s'arrêter comme ça, j'allais dire tout ça pour ça. Richard Verly, mais justement, si Donald Trump décide de recommencer, de continuer une nouvelle campagne de bombardement, il y a actuellement dans le Golfe davantage de puissance de feu, davantage de capacité militaire qu'il n'y en avait au tout début de cette guerre. Oui, effectivement, et donc a priori, il pourrait frapper plus fort, encore plus fort et avec plus d'efficacité, mais qu'est-ce que ça veut dire frapper plus fort ? On le sait depuis le début, il a deux options. Soit il se lance avec Israël dans des frappes massives sur des infrastructures civiles, par exemple, il a cité lui-même les ponts, on parle beaucoup des infrastructures énergétiques, et à ce moment-là, le grand risque, c'est que vous vous mettez à dos complètement la population, encore plus l'opinion publique internationale, sans assurance que le régime va tomber, ou alors vous faites un deuxième épisode de frappe ciblée sécuritaire et militaire, mais on a compris que la première phase n'a pas donné ses résultats, puisqu'ils n'ont pas obtenu les destructions de missiles qu'ils escomptaient. Donc au fond, dans les deux cas, vous avez un tel volume d'incertitude que très franchement, repartir frapper, qu'est-ce que ça apporterait ? Je voudrais simplement revenir sur le début de la guerre et ce que disaient aussi les services de renseignement, qu'ils soient israéliens ou américains, sur cette guerre et comment elle allait devoir se mener. Or, on a un petit peu dévié, je dirais, de ces prérogatives, de ces organisations, de ces agences. Il était clair au début qu'il devait y avoir des frappes massives. Après, il devait y avoir, dans un deuxième temps, des frappes sur, je dirais, les questions économiques, donc sur les stocks énergétiques, etc. Et dans un troisième temps, quand le pouvoir allait être amoindri au maximum, là, les armées allaient se retirer
pour faire place au mouvement, je dirais, et aider le mouvement de la résistance intérieure iranien pour justement faire tomber. Pour le moment, on n'en est pas là. Pourquoi ? Parce que les Iraniens ont joué une carte qui a été leur bombe atomique, ça a été le détroit d'Ormuz. Oui. Donc pour vous, c'est une erreur de la part des Américains ? C'est une erreur d'appréciation qui s'est faite dès le départ. Maintenant, cette erreur d'appréciation, elle peut être récupérable. Et si elle doit être récupérable, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant, et on a compris que les Israéliens étaient prêts. Bon, on ne prête jamais attention, mesdames et messieurs, jamais assez attention à la façon dont les militaires baptisent leurs opérations. La guerre en cours en Iran a été nommée, vous le souvenez, par les Américains, Fury Epic. Alors Fury Epic, c'est terminé, nous dit-on, mais on nous dit aussi que potentiellement, elle risque d'être renommée, cette opération. Michel Goya, elle est d'être renommée Sledgehammer, c'est-à-dire opération massue. Si le cessez-le-feu actuel s'effondre et si le président américain décide de relancer des opérations de combat majeures. Donc ça aussi, c'est d'abord dites-nous un mot sur la façon dont on nomme les opérations. Ça veut toujours dire quelque chose. Oui, bien sûr. Là, c'est un message. Ça veut dire voilà, on va frapper très très fort. On va revenir pour donner un parallèle historique. C'est les opérations Linebacker de Nixon sur le Nord-Vietnam. C'est-à-dire que voilà, on va bombarder massivement, on envoie tous nos B-52 et puis on tape très très fort jusqu'à ce que ça rentre dans la tête des dirigeants et que c'est le but. Oui, okay. Ça a bien marché au Vietnam. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors linebacker, il y a un doute parce qu'effectivement à ce moment-là, le Nord-Vietnam est revenu sur la table des négociations. À ce moment-là. Mais si Donald Trump appelle son opération l'opération Massue, c'est sûr que. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Mais voilà, le problème c'est que si vous appelez Massue et que vous envoyez finalement 2 avions pour balancer des tracts, forcément ça colle pas. Bon, écoutons Donald Trump qui ne nous dit pas bien sûr ce qu'il va faire, mais une fois de plus dans Air Force One, voici ce qu'il a dit à propos de ce qu'il pourrait faire. Nous devrons peut-être mener quelques opérations de nettoyage, car nous avons eu ce qu'on pourrait appeler un cessez-le-feu d'1 mois. Mais notre blocus est tellement efficace que c'est pour cette raison que nous avons décrété ce cessez-le-feu. En réalité, nous avons décrété ce cessez-le-feu à la demande d'autres nations. Je n'y étais pas vraiment favorable, mais nous l'avons fait pour rendre service au Pakistan et à son formidable peuple. Bon, il se justifie sur le cessez-le-feu parce qu'il n'est pas sûr finalement d'avoir que ça soit une bonne idée de l'avoir annoncé, bien sûr. Mais Stéphane Goldin, donc justement, il nous parle de faire un peu de nettoyage. Qu'est-ce que ça voudrait dire faire un peu de nettoyage ? Alors je pense que le nettoyage, d'abord, je pense qu'il y a une ouverture qui s'est faite lors de la visite en Chine sur la question du détroit d'Ormuz, avec dans le fond peut-être un accord sur le détroit avec les Chinois. Où dans le fond les Chinois on n'en strictement rien affiche des Iraniens. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'ouverture du détroit. Peu importe que ce soit le régime Hezbollah ou un autre. D'accord. Mais ce qui risque de se faire, et on voit de plus en plus de forces spéciales arriver dans la région, qu'il puisse y avoir des interventions ponctuelles au sol, je dis bien ponctuelles au sol, pour justement mettre à mal le régime iranien, faire mal de l'intérieur le régime iranien. Ça veut dire que le curseur qui était sur le détroit d'Ormuz va rebouger sur le territoire iranien. Il est probable qu'on soit face aussi à des éliminations directes de membres qui sont proches du régime. Et il est probable aussi qu'on rentre il se pose la question des 440 kilos d'uranium. Je voudrais simplement rappeler que ces 440 kilos d'uranium, c'est la taille d'une palette. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est faisable. Oui, CV. Oui, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on parle de l'accumulation des moyens américains, mais on a l'impression que les Iraniens ne sont pas en train de se préparer à ça. Or, ils ont dû prendre un certain nombre de mesures qui risquent de nous surprendre aussi. Et encore une fois, il y avait ce que disait Rumsfeld, le plus inquiétant, c'est ce qu'on ne savait pas qu'on ne savait pas. Et là, apparemment, on a le sentiment qu'on ne sait pas du tout ce que font les Iraniens, alors qu'on décrit heure par heure l'arrivée de nouveaux bateaux américains. Alors justement, Bradley Cooper, à ce propos, a dit ceci sur ce qu'il reste des capacités iraniennes. En moins de 40 jours, les forces du CENTCOM ont atteint nos objectifs militaires. Nous avons notamment affaibli la capacité de l'Iran à projeter sa puissance au-delà de ses frontières, à menacer la région et à porter atteinte à nos intérêts. À titre d'exemple, nous nous souvenons tous des mois d'avril et d'octobre 2024, lorsque des centaines de missiles balistiques et de drones iraniens s'abattaient sur le Moyen-Orient. Aujourd'hui, l'Iran n'est plus en mesure de mener des attaques d'une telle ampleur et d'une telle intensité. De plus, avec 90% de sa base industrielle de défense détruite, l'Iran ne sera pas en mesure de reconstituer ses armes avant des années.
Sophia Amara, il est évidemment catégorique, il se trouve devant une commission du Sénat. En tout cas, ses propos sont clairs. Ils vont dans le sens de ceux de Donald Trump, bien évidemment. C'est 90%, le chiffre est élevé, des moyens iraniens détruits. Oui, il ne peut tenir que ce discours, même s'il est en contradiction avec les informations qui émanent de la CIA et qui ont été révélées par la presse outre-Atlantique et qui, elle, parle de 70% des capacités balistiques iraniennes encore intactes. Là aussi, c'est un chiffre qui me paraît un peu trop important. Je pense qu'on peut au moins dire que 50% au moins des missiles iraniens sont encore capables de nuire aux voisins de l'Iran. Ce qui est intéressant dans cette information, en tout cas concernant les capacités de l'Iran, vous disiez, Madame l'ambassadeur, que ce qui est inquiétant, c'est ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Tout à fait. Cependant, il y a des choses qu'on sait. Et qu'on sait pertinemment, parce que les Iraniens nous l'ont dit, et ils nous ont dit, entre autres armes qu'on n'a pas encore utilisées, à part le balistique dont on n'a pas un état des lieux exact en concernant les chiffres, et le nucléaire, et les proxys, et la possibilité de martyriser leur peuple et de les prendre en otage, eh bien, il y a aussi le détroit de Bab el-Mandab, qu'ils n'ont pas encore utilisé. Il y a l'Internet qu'ils n'ont pas utilisé. Et les câbles sous-marins. Exactement, pour mettre en difficulté l'Internet sur toute la région, voire jusqu'en Europe, et enfin et surtout pour les pétromonarchies de la région, de s'en prendre, et ils l'ont dit, vous allez voir, on va aussi mener la guerre des oléoducs, c'est-à-dire pour transporter le pétrole à travers l'Arabie Saoudite. Le Pentagone pourrait peut-être commencer à manquer de fonds pour les opérations à venir cet été, si justement le Congrès américain n'adopte pas une nouvelle loi de finances spécifique au temps de guerre. Mais nonobstant, l'armée américaine diffuse, comme elle l'a fait encore aujourd'hui, un clip particulièrement que nous allons partager avec vous, très enthousiaste sur justement l'efficacité sur ce mois plus de guerre. Bon, on voit évidemment, c'est dithyrambique sur l'efficacité de cette armée, mais on voulait en miroir vous proposer d'écouter ce qu'a dit le chef des opérations de la marine américaine, qui témoigne à propos des opérations qui se poursuivent et qui se poursuivent, selon lui, trop longuement. Monsieur, si vous me recherchez sur Google, vous verrez de nombreux articles sur mon opposition à la prolongation du déploiement de n'importe quel navire. Cela a des répercussions négatives sur l'état de préparation de nos forces, sur les familles, sur les marins, sur leur qualité de vie, sur les choses qui leur manquent, sur l'usure, sans oublier les coûts supplémentaires. Richard Verly, il témoigne devant la commission du Sénat et lui, il n'a pas peur de dire que si ça dure trop longtemps, eh bien on n'y arrivera pas. Ça va mettre en danger d'autres opérations et surtout notre efficacité. Ça met en danger d'autres opérations. On s'est beaucoup interrogé sur justement ce qui se passe du côté du Pacifique. Et ça nous ramène à la Chine, à la question de Taïwan et aux tensions régionales. Mais il y a aussi la question des rotations, qui est toujours extrêmement compliquée à gérer. Il y a la question du moral des troupes. Je crois que c'était sur le Gerald Ford, qui est à la mer depuis 1 an, si je ne me trompe pas. Il faut ramener les troupes à la maison. Michel connaît ça, évidemment, bien mieux que moi. Bref, une opération, et surtout une opération dont on ne connaît toujours pas l'objectif. Je le rappelle, c'est pas comme si c'était une guerre qui est en train d'avoir lieu, qui se poursuit, où il y a certes de l'usure du côté des assaillants américains, mais il y a des opérations militaires. Là, on est dans un flou qui a de quoi démoraliser. Regardez, quelquefois, ça démoralise ce plateau, si je puis dire. Vous imaginez ce que ça peut produire sur des navires de guerre. Oui, vous trouvez qu'on a l'air démoralisé? Non, mais ça, je veux dire, les questions qu'on se pose, les militaires américains se les posent aussi, bien évidemment. Bien sûr. Oui, Stéphane Goldin. Simplement, c'est vrai que la vraie guerre menée par l'Iran, dans le fond, c'est une guerre, leur guerre nucléaire à eux, dans le fond, ça serait une guerre sans fin. Parce qu'ils gagneraient du temps. Mais il faut comprendre aussi vous les croyez capables d'une guerre sans fin? Non, mais c'est vrai, de faire durer le maximum de temps. Pour le moment, ils permet justement d'amoindrir, d'affaiblir l'armée américaine. Mais au-delà de ça, on vient d'avoir un cessez-le-feu. Est-ce qu'il va durer ou est-ce qu'il ne va pas durer? Mais ce cessez-le-feu, il a aussi servi à quelque chose.
Il a servi probablement à l'Iran aussi de se refaire. Il a permis aussi aux Américains probablement aussi de reconstituer un petit peu aussi leurs forces. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de plus important. Il est très probable que pendant ce cessez-le-feu, les services de renseignement qui sont, eux, sur le terrain, eux ne se sont pas reposés. Et là, il doit y avoir un afflux d'informations de toutes parts pour savoir exactement ce qui se passe sur le territoire iranien à un moment donné. Et c'est peut-être là où les choses vont changer. Ce qui va amener l'action. Michel Goya. Oui, alors première remarque sur le clip précédent. Sur le clip de l'armée américaine. Quand vous citez des chiffres, quand vous vous sentez obligé de citer des chiffres, c'est que vous n'avez atteint aucun objectif. Sinon, vous citez les objectifs que vous avez atteints, tout simplement. Quoi. Ah oui, quand il n'y a que des chiffres, là, effectivement, il n'y avait que des chiffres. Donc vous voulez dire, au lieu d'avoir les objectifs, on a les chiffres. Vous n'avez rien obtenu de concret. Quoi. Donc vous êtes loin. Alors vous pourrez dire que c'est en cours. Mais pour l'instant, vous n'avez atteint aucun objectif. Et ensuite, quoi qu'il arrive dans cette guerre, le problème, c'est que les Américains seront malgré tout certainement obligés de maintenir une force importante, et notamment aéronavale, dans la région. Déjà, ça a été compliqué pour la réunir parce que leur poids relatif dans le monde a diminué et qu'ils sont obligés effectivement de faire face à plusieurs fronts simultanément, notamment pour la marine américaine. Et donc, ça a été compliqué. Hein. Le déploiement américain, il est relativement petit par rapport au déploiement précédent. Mais ça reste un peu, il tire un peu sur la bête et ils seront certainement obligés de maintenir une pression permanente dans la région, une moyenne surveillance. Donc tout ça tire effectivement sur les moyens américains, sur les stocks de munitions critiques, etc. Et ça se fait au détriment évidemment de l'autre front. Et on pense évidemment au Pacifique. Juste un détail, pour revenir un peu aux discussions précédentes sur la Chine, les 30 navires chinois qui sont passés, dans le détroit d'Ormuz. Ils sont passés aussi à travers le blocus américain, c'est-à-dire que les Américains, ils ont laissé passer. Et voilà. Bah oui, évidemment, Donald Trump était à Pékin, comment voulez-vous qu'il fasse ? Mais dans la mesure où les Chinois sont à la fois le premier fournisseur, le premier client de l'Iran, si vous ne bloquez pas le navire chinois, en fait, votre blocus... Oui, il ne tient pas. Bon. Il y a une chose intéressante, c'est qu'on peut regarder ces clips, et on peut regarder ce qui se passe dans l'armée américaine. Nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes dupes de rien sur LCI. C'est pour ça que nous sommes là, nous décryptons. Oui, alors, si vous me laissez terminer ma Je fais un petit peu de teasing, Samantha, j'en profite. On voit ces clips, mais en regardant ce qui se passe dans l'armée américaine, là, j'ai vu cet amiral, je serais intéressé de savoir combien de temps il va rester en poste. Oui, parce que depuis le début de la guerre, on a vu le chef de l'armée de terre être licencié par Pete Hegseth. On a vu un des numéros 2 des forces aériennes qui a quitté son poste au bout de 2 ans au lieu de 4 ans. On a vu beaucoup d'autres militaires de très haut rang soit démissionner, soit être forcés à la démission en pleine guerre. Donc tout ça n'augure pas très bien pour ce qui se passe à l'intérieur de l'armée américaine. Et donc avec ce qui vient d'être dit sur des difficultés que l'armée et la marine vont rencontrer si cette guerre dure jusqu'en été, eh bien c'est de plus en plus inquiétant. Pour revenir à cette rotation de militaires du Texas qui devait aller en Pologne et qui finalement ne va pas y arriver, on peut aussi voir là non seulement un petit message aux Européens, mais aussi le fait que bien les Américains se disent on en a peut-être besoin dans le Golfe. Et là, cette capacité des Américains qui devaient toujours avoir une capacité de mener une guerre sur 2 fronts, Pacifique et Europe, là, ils sont sur un front véritable qui est celui du Moyen-Orient. Et bien, le Pacifique et l'Europe se trouvent totalement démunis. Et c'est très inquiétant pour notre sécurité. Et les États-Unis, qui se veulent être le gendarme du monde, semblent ne plus en avoir les moyens. Tout à fait. Et en plus, il était question de 2 conflits majeurs. Là, ils ne sont en conflit qu'avec une force régionale. Donc, ça n'est même pas 1 sur 2 conflits majeurs. C'est un conflit avec l'Iran et il piétine depuis le 28 février. Donald Trump n'arrive pas à récupérer, pour le moment, on le sait, l'uranium enrichi en Iran. En revanche, en moins de 6 semaines, il a récupéré le stock d'uranium enrichi, figurez-vous, au Venezuela. Comment est-ce possible ? Eh bien, nous allons le demander également, entre autres, à Pascal Drouot. Pascal Drouot, venez, approchez-vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes, Pascal Drouot, expert en géopolitique, chercheur associé auprès de l'Institut Choiseul, président de l'association France-Amérique latine. Donc, on sait qu'au Venezuela, ce stock, il était bien moindre qu'en Iran. 13,5 kilos d'uranium hautement enrichi. On sait aussi que il était là depuis longtemps.
Mais tout de même, depuis que Maduro n'est plus en place, eh bien, il n'a pas fallu longtemps pour que les Américains récupèrent cet uranium. En 2 mots, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Eh bien, il a été conditionné dans des containers spéciaux fournis par les États-Unis, acheminé par voie routière vers un port vénézuélien et puis par voie maritime sur un navire britannique spécial. Donc ça a été, Pascal Drouot, toute une collaboration, y compris américano-britannique et vénézuélienne, pour récupérer cet uranium. Tout à fait. Et vous faites bien insister sur le volet vénézuélien, parce qu'en effet, depuis l'opération qui a conduit au départ à la capture de Nicolás Maduro et l'opposition pensait à une alternance, en fait, nous sommes vraiment dans une forme de continuité, mais dans la main des États-Unis. Delcy Rodriguez, la présidente par intérim, n'a pas une grande marge de manœuvre. Oui, mais attendez, mais elle a collaboré. Donc voilà, c'est dans ça. Moi, nous parlons de l'uranium au Venezuela parce que nous allons parler dans un instant de l'uranium en Iran, bien sûr, où là les affaires sont plus compliquées. Mais le gouvernement de Nancy Rodriguez, il a coopéré avec les États-Unis, ce que l'Iran ne fait pas, bien évidemment. Bien sûr, mais on n'est pas du tout sur les mêmes théâtres en fait d'opération, sur la même logique et le même poids politique des États-Unis. Le Venezuela, c'est en effet une puissance normalement en Amérique latine, mais nous sommes dans l'hémisphère occidental, ce maître mot de la diplomatie américaine aujourd'hui, sur ce continent latino-américain où les États-Unis, véritablement avec l'arrivée de Donald Trump, ont largement repris la main avec la volonté de bouter hors de leur champ d'influence des pays qui s'inscrivaient dans ce sud global, qui étaient les alliés de l'Iran. C'était le cas du Venezuela. Le président Raisi avait effectué ces dernières années une visite officielle à Caracas. Voilà, donc il s'agit de cette reprise en main, une reprise en main avec Delcy Rodriguez, la présidente par intérim, qui n'a pas de marge de manœuvre, qui doit marcher droit, et sur les sujets de sécurité, sur les sujets qui portent sur cette dimension tellement stratégique, l'uranium, évidemment, le contrôle est total et ça marche droit. Alors revenons à l'uranium et la question de 404 kilos d'uranium hautement enrichi en Iran. Eh bien, Donald Trump a déclaré hier sur Fox News, parce qu'il a donné un entretien à Fox News pendant qu'il était à Pékin, je cite, « Je préférerais l'avoir ». Il parle de l'uranium enrichi. « Je me sentirais mieux si je l'avais ». Donc il insiste. Ce que nous pourrions faire, c'est bombarder à nouveau. Sonia Dridi, vous êtes à nouveau avec nous depuis Washington en direct. Sonia Dridi, est-ce que ces propos de Donald Trump qui insiste vraiment lourdement sur l'uranium, comment vous les comprenez aux États-Unis ? Alors c'est intéressant parce que Donald Trump a notamment déclaré, en fait, j'ai pas besoin de le récupérer, cet uranium, parce qu'on a tout un système de surveillance, des caméras, mais je me sentirais mieux si je l'obtenais. Et il a dit au présentateur de Fox News, vous savez, c'est plutôt pour les relations publiques que je veux cet uranium enrichi. Donc on a l'impression que Donald Trump veut surtout, veut aussi cet uranium pour pouvoir afficher une victoire devant son peuple, lui qui répète depuis des années déjà que l'Iran ne peut pas se doter de l'arme nucléaire. Sonia, excusez-moi, Sonia, depuis le début. Aidez-nous à comprendre, Sonia, que veut dire Donald Trump, parce que d'abord, effectivement, c'est une question de feeling pour lui, il se sentirait mieux, c'est quand même étonnant qu'il dise ça, mais pourquoi est-ce qu'il ajoute que c'est plutôt pour des raisons de communication, de relations publiques ? Parce que ça lui permettrait d'afficher une victoire face à son opinion publique. Il y a quelques jours, il y a un sondage Reuters qui montrait que 2 Américains sur 3 pensaient que Donald Trump n'avait pas communiqué clairement les objectifs de son intervention en Iran. Et Donald Trump, depuis des semaines, répète, et on sent que c'est son objectif, sa priorité, c'est que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire. Et il veut récupérer cet uranium enrichi, effectivement, pour que l'Iran ne puisse pas à l'avenir se procurer cette arme. Mais on sent aussi que vraiment il veut afficher cette victoire devant son opinion publique qui est très sceptique, et au sein même du camp conservateur, du camp républicain. Il y a quelques jours, il y avait un commentateur républicain, Robert Kagan, qui a dit que cette guerre était une défaite pour les Américains et que ça allait être difficile de se relever de cette défaite, justement par rapport à la crédibilité des États-Unis. Donc on sent aussi que Donald Trump a envie de cette victoire et de récupérer
D'ailleurs, il avait dit il y a quelques jours à une journaliste, ce n'est pas une question de si ou peut-être, on va récupérer cet uranium enrichi. Merci Sonia Dridi, merci d'avoir été en direct avec nous de Washington. Effectivement, Donald Trump n'en démord pas, il veut récupérer cet uranium enrichi et il a donné quelques détails à ce sujet dans son avion Air Force One en rentrant de Pékin. On l'écoute. Avez-vous rejeté la dernière proposition de l'Iran? Où en est-on exactement? Je l'ai parcouru et la première phrase ne me plaisait pas. Donc je l'ai tout simplement jetée. Quelle était la première phrase? Une phrase inacceptable. Parce qu'ils ont donné leur accord total. Pas de nucléaire, et s'ils possèdent le moindre élément nucléaire sous quelque forme que ce soit, je ne lis pas la suite. Donc 20 ans ne vous suffisent pas, il faut que ce soit... Non, 20 ans, ça suffit. Mais le niveau de garantie qu'ils offrent n'est pas suffisant. En d'autres termes, il faut que ce soit vraiment 20 ans. Qu'est-ce que ça implique, Sylvie Berman, cette histoire de 20 ans de moratoire? Il n'y a pas vraiment de volonté de conciliation, parce que les Iraniens au départ avaient proposé 5 ans, finalement les États-Unis avaient dit 10 ans, et surtout ils continuent avec cette idée de pas du tout de nucléaire. Ça veut dire qu'ils s'opposent même au nucléaire civil, ce qui n'est pas conforme au traité. Donc il ne lit pas la proposition iranienne parce que la première phrase ne lui plaît pas, mais pour les Iraniens, c'est pas non plus acceptable. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste, Michel Goya? On voit bien que dans cette affaire, il a besoin un peu de concret aussi. Il faut concrétiser sa victoire. Il lui faut un Maduro donc il faut son Maduro en tenue orange. Il faut y retourner militairement. Il faut quelque chose, quoi. Ou un traité, enfin un truc. Voilà, il faut matériel. Les chiffres, ça suffit pas. Et donc oui, il aimerait bien avoir ces quelques kilos d'uranium à présenter en disant voilà, maintenant c'est fini. J'ai obtenu l'éradication du programme. Maintenant, ça reste compliqué, que ce soit par la force, une opération commando pour aller les récupérer, c'est quand même très 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 compliqué, d'après ce que l'on sait. Au moins avec des éléments. Si c'est pas les commandos, qui ça peut être? Michel, personne. Je dis commando. Donc ça peut être que des commandos. Une force aéroterrestre, massivement pour les récupérer de force. Ou alors il faut le récérer par la négociation par l'acceptation de. Bon courage pour les deux d'ailleurs. C'est compliqué. Mais il y a une troisième option qu'il évoque, c'est-à-dire tant pis, puisque c'est ça, si on peut pas, on va bombarder à nouveau et on va éradiquer et réécraser à chaque fois les laboratoires. Et donc, ça c'est une guerre sans fin, si vous voulez après. Non, il y avait une option intermédiaire, c'est que d'autres pays détiennent cet uranium enrichi. Et jamais les Iraniens n'accepteront que ça aille aux États-Unis. Mais alors ils accepteraient que ça aille où? En Chine, en Russie? Ça peut être la Chine, ça peut être la Russie qui l'a déjà fait. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine va en Chine ces jours prochains. Ah ça y est, Vladimir Poutine y va également. Donc on a eu droit à Abbas Araghchi l'Iranien, ensuite c'est Donald Trump et maintenant ça sera Vladimir Poutine. Donc tout le monde se presse à Pékin. Mais pour revenir sur le nucléaire, quand même, si Donald Trump obtient soit l'exfiltration de ces 440 kilos, à condition que tout ça soit confirmé, bien sûr, s'il obtient l'exfiltration ou s'il le récupère à l'issue d'un assaut, disons-le, ce sera une vraie victoire. Incontestablement. Là, il aura une victoire à montrer et personne ne pourra le contester. Donc, s'il parvient à ça, à ce moment-là, la donne géopolitique change complètement. Il pourra dire, voilà ce que j'ai réussi, ce que personne avant moi ne l'avait fait. Ce qui est tragique dans tout ça, c'est que plusieurs personnes qui étaient présentes pour parler juste avant le début de la guerre disent tous que les Iraniens avaient commencé à faire des concessions sur l'uranium enrichi, soit de le diluer, soit de s'ouvrir à d'autres discussions sur une réduction de leur programme. Alors, on était en train de s'approcher de ce que Obama avait obtenu en 2015. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle Donald Trump a voulu s'en éloigner. Mais moins qu'Obama avait obtenu en 2015, mais on était en train de s'approcher d'un début de vraie discussion sur ce qu'on pouvait faire avec cet uranium. Les Iraniens voulaient une relaxation complète des sanctions. Il y avait bien sûr du donnant-donnant. Des personnes qui étaient dans cette réunion, y compris le Conseil de la sécurité nationale britannique, qui a fait partie de la négociation, a dit publiquement après, il y a un chercheur israélien qui en a parlé, il y a même Jake Sullivan, l'ancien conseiller de la sécurité nationale américain sous Biden, qui a eu des échos de la conversation, il n'était pas dans la salle, tous disent la même chose. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où
Les Iraniens sont en train de se durcir sur l'uranium. Vous avez, il y a plusieurs semaines, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui a dit que l'Iran devrait sortir du traité de non-prolifération, parce que l'Iran fait partie du traité de non-prolifération nucléaire. Des parlementaires, la semaine dernière, qui disent finalement on devrait y aller enrichir notre uranium à 90%. Il y a des questions qui se posent sur l'état des centrifugeuses à Isfahan qui pourraient être remise en état de marche, qui n'aurait pas été totalement détruite en 2025 et pendant les bombardements précédents. Donc nous avons un vrai problème sur les bras aujourd'hui. Hier, la CIA a publié sur son compte X des photos étonnantes. On y voit John Ratcliffe, qui est le directeur de l'agence américaine, en réunion à La Havane, donc la capitale cubaine, avec des responsables cubains. Parmi eux, le chef du renseignement, vous le voyez à droite de l'écran, du ministre de l'Intérieur cubain, est à droite de l'écran. Et à gauche, Monsieur Ratcliffe. Ça avait commencé d'ailleurs, Pascal Drot, je crois, le 10 avril dernier, quand un avion gouvernemental américain se posait dans la capitale cubaine pour la première fois depuis 2016. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Dans quel but ces deux adversaires idéologiques se rencontrent-ils? Et montrent-ils qu'ils se rencontrent? Absolument. D'abord, cette visite, c'est une visite essentielle. Le directeur de la CIA est à La Havane pendant que Donald Trump est en visite d'État en Chine. Oui. Exactement. Donc il y a déjà ce langage politique pour rappeler que Cuba, c'est pour l'administration américaine une priorité. C'est véritablement la troisième étape, on va dire, du retour des États-Unis, de l'empire états-unien sur la scène internationale, après le Venezuela, l'Iran, Cuba. Donc c'est une visite essentiel qui pose. Non, mais il visite pour essentiel pour les aider ou pour les étrangler. C'est-à-dire, j'aimerais bien comprendre. Pour les deux intervenants, absolument. On est dans un moment charnière. Oui, les mettre sous tutelle. Dans la relation États-Unis-Cuba. Cuba, en effet, sur le plan économique, est à terre. Certes, mais la structure du pouvoir est toujours là. C'est le Parti communiste, pas seulement d'ailleurs, c'est ce conglomérat économique GAESA qui est fondamental, qui est aux mains des forces armées cubaines, qui contrôle des pans entiers de l'économie, qui permet à cette structure étatique parallèle d'avoir plus de pouvoir, plus d'argent que le propre État cubain, et c'est bien ça la pierre d'achoppement aujourd'hui pour les Américains. Ils savent parfaitement bien que la structure est là, 1, 2, le régime cubain, on ne sait pas s'il va survivre à l'été, sauf que ce que nous savons, c'est qu'il risque d'y avoir une crise humanitaire dans la région. J'y viens. Donc Cuba, c'est 9,6 millions d'habitants. Les réserves de diesel, de fuel sont terminé, complètement terminé sur l'île, et ce sont les Cubains eux-mêmes qui le reconnaissent, puisque voici ce que dit le ministre de l'énergie à la télévision, voici ce qu'il a annoncé mercredi. Nous n'avons absolument aucun fuel, aucun diesel. Nous n'avons absolument plus de diesel. Je suis répétitif. La seule chose que nous avons, c'est le gaz associé dans nos puits. Donc il ne reste plus que du gaz, Samantha. Oui, et il l'avoue. Et de l'énergie solaire, grâce à qui? Grâce aux Chinois. Alors aujourd'hui, c'est très peu, mais les Chinois, depuis quelque temps, font des investissements massifs de panneaux, envoient des panneaux solaires à Cuba. Les Cubains ont comme objectif d'avoir 15% de leur énergie par le solaire d'ici la fin de 2026. Enfin, je parle sous votre contrôle. Aujourd'hui, ils en ont à peu près 9%. Les Chinois sont en train de s'engouffrer dans cette brèche qui a été créée par le blocus américain. Donc c'est encore plus ironique que tout que John Ratcliffe était à Cuba pendant que Donald Trump était en Chine, alors que ce sont les Chinois qui sont en train d'essayer d'aider Cuba, de l'aider parce que bien sûr ils ont de leur intérêt. Et imaginez-vous une grande présence chinoise, économique bien sûr, sans doute soft power chinois, qui s'implanterait à Cuba. Mais ce serait extraordinaire pour la Chine de pouvoir s'étendre comme ça sur le continent sud-américain. Aujourd'hui, donc Donald Trump est dans son avion. Décidément, vous savez, quand il parle aux journalistes, il ratisse large dans les sujets. Il a évidemment parlé de l'île de Cuba en avouant qu'il augmentait la pression. Selon certaines informations, Raúl Castro pourrait être mis en examen par le ministère américain de la Justice, si j'ai bien compris.
Qu'est-ce que cela signifie ? Je ne souhaite pas m'exprimer à ce sujet. Je laisserai le ministère de la Justice s'en charger. Mais ils ont besoin d'aide, comme vous le savez. Et quand on parle d'un pays en déclin, c'est vraiment une nation en déclin. Nous verrons bien. Nous avons beaucoup à dire sur Cuba, mais peut-être pas aujourd'hui. Bon, Pascal Drot, il faut que vous nous aidiez à comprendre là, parce que Cuba a annoncé hier ou avant-hier être prête à examiner la proposition d'aide, effectivement une aide financière de 100 millions de dollars qui vient des États-Unis. Donc, pourquoi cette aide de la part des États-Unis, on comprend, mais pourquoi Cuba aujourd'hui se dit prête à l'accepter ? Oui, parce que le régime est acculé, tout simplement. Secondo, il y a 2 piliers. Il y a le volet politique, économique. Donc, à la fois, en effet, John Ratcliffe, qui portait un message de Donald Trump. Lequel ? Quel message ? De dire, nous sommes prêts aujourd'hui à nous investir sur le plan économique à une condition, il faut évidemment engager des réformes politiques, c'est-à-dire que le régime se transforme. Américains... Attendez, Pascal Drot, moi je voudrais quand même comprendre. Le président cubain, lui, il estime qu'une levée du blocus américain serait finalement beaucoup plus simple qu'aider financièrement Cuba. C'est-à-dire que là, on assiste à une mise sous tutelle. Oui, on assiste à un dialogue de sourds, qui est constant depuis des décennies entre les États-Unis et Cuba. Sauf que nous sommes dans la logique actuellement de recherche d'un deal entre les États-Unis et Cuba. Tout à fait. Pourquoi ? On manie le gros bâton, c'est-à-dire la menace, en effet, Donald Trump vient de le dire, du ministère de la Justice d'inculper Raúl Castro. Pourquoi ? Parce que Raúl Castro, avant de prendre les rênes du pays en 2008, a été pendant 49 ans le ministre de la Défense de Cuba, de 59 à 2008, et qui lui est reproché par la justice américaine d'avoir favorisé, couvert, on verra, l'abattage de 2 avions civils le 2 février 1996, donc qui ça, a c'est la conduit menace. à la mort de 4 personnes. C'est très grave parce que Raúl Castro, c'est le cœur du pouvoir. C'est l'incarnation, le nom et l'incarnation du pouvoir depuis la Révolution. Pascal Drot, ça va mal se terminer cette histoire. Que peuvent faire les Cubains là par rapport aux Américains ? Parce que la pression, en fait, elle est véritablement humanitaire, sociale. Mais elle est également économique. Est-ce que vous vous rendez compte, nous l'avons déjà dit, que le prix de la douzaine d'œufs qui est de 5 €, quand le revenu, on va dire, si tant est que ça ait du sens, moyen de Cubains, c'est 14. Alors justement, 14 regardez ces images dans la rue à La Havane, effectivement, la nuit de mercredi à jeudi, les habitants ont exprimé, c'est pas la première fois, leur ras-le-bol. D'abord, ils étaient plongés dans le noir, comme on peut le voir, c'est-à-dire qu'il y avait véritablement plus du tout d'électricité sur à peu près les 3/4 de l'île. Ils ont fait un concert de casseroles face à ces fameux, des feux également, des feux dans les rues, face à ces fameux délestages d'électricité qui durent depuis plus de 20 ans. Mais bien sûr, là encore, il y a 2 piliers dans la production d'électricité, d'énergie à Cuba. C'est la raffinerie de Cienfuegos qui marche au pétrole brut, il n'y en a plus, donc elle ne fonctionne plus. Et la centrale électrique de Matanzas, c'est la même chose, il n'y en a plus. O'Leary, le ministre de l'Énergie, a dit officiellement en effet que Cuba, il n'y a plus de diesel, il n'y a plus de fuel. Donc en effet, nous sommes dans des coupures constantes désormais de l'énergie. Mais attention, Cuba, c'est aussi une structure militaire, c'est un régime sécuritaire, militaire, avec une doctrine, et vous le savez très bien Richard, avec une doctrine qui a été élaborée par Raúl Castro, 49 ans ministre de la Défense, qui est celle de la guerre de tout le peuple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le régime peut lever 1,5 million à peu près d'hommes, milices, des comités de défense. Bien sûr que sur le plan conventionnel, et le colonel le sait parfaitement, il n'y a pas de commune mesure avec la force américaine. Par contre, les Cubains, le régime, Castro, Fidel et Raúl, ont vraiment privilégié la défense du territoire. Washington le sait parfaitement. Mais Washington crée également, et c'est aussi une arme du régime, la crise humanitaire, un exode. Le Venezuela a connu ces dernières années un départ de 8 millions de personnes sur une population de 30. Que peut-il se passer alors même que ces dernières années, 600 000 Cubains sont partis vers la Floride notamment? Que peut-il se passer si à cet été, ce sont des milliers de Cubains qui repartent? Sylvie puis Richard. Oui, mais en même temps, ce qui a changé aujourd'hui, en dehors de la détermination de Trump et de sa doctrine dite Don't
gros, c'est qu'en fait, le pays est exsangue, que la population n'en peut plus, et en fait serait ravie d'une présence américaine. Et donc, le régime est sous pression des deux côtés et peut avoir intérêt effectivement à négocier. Mais ça se traduirait, comme un peu au Venezuela, par une forme de mise sous tutelle. Alors, on va voir. Alors, Richard Verly. Oui, avec en plus un enjeu politique pour Donald Trump, c'est que ce président qui n'a de cesse de dénoncer l'immigration et de jeter les policiers de ICE à l'assaut des immigrants clandestins, si Cuba devait sombrer dans le chaos, c'est un risque important d'immigration. Donc une fois de plus, on voit bien que Donald Trump, il est capable de dire tout et de faire son contraire. Et on voit bien la situation de l'inflation aux États-Unis provoquée par la guerre qu'il a menée en Iran. Et maintenant, déclencher une crise migratoire vers les côtes de Floride, c'est possible si le chaos venait à régner à Cuba. Pascal Druot, depuis quelques mois, l'intensification des vols d'avions espions américains sur l'île de Cuba ne cesse pas. Et on se demande maintenant pourquoi ils sont, ces avions espions, délibérément visibles. Et de drones. Nous sommes à 170 km de Key West, 350 de Miami. Pourquoi ils sont visibles ? Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus besoin de se cacher. Nous sommes dans cette stratégie de la pression maximale. Ils assument totalement. La pression maximale, c'est la pression l'étranglement, politique, vous voulez économique. dire ? L'étranglement, bien évidemment. Mais parce que Cuba représente pour les États-Unis, l'enclave représente un virus adversaire, ennemi, basé sur le communisme, qui a pu représenter une dynamique d'expansion dans les années 80-90, qui ne peut plus évidemment aujourd'hui. Et Donald Trump respecte à la fois ce rituel politique américain qui est de s'attaquer à Cuba. Nous sommes à quelques mois des élections, je ne vous apprends rien, avec une communauté cubano-américaine très active et qui demande véritablement que le régime tombe. Et en même temps, il y a cette volonté de bien s'implanter, de remettre de l'ordre dans l'hémisphère occidental. Ça passe par Cuba, comme ça va passer demain par le Nicaragua, et toute une emprise politique sur les pays, notamment la Colombie, les pays andins. Et c'est la revanche sur les échecs des présidents précédents, en particulier de la baie des Cochons, et tous, depuis ces décennies, essaient de récupérer Cuba. Donc il veut réussir, parce qu'il sera le plus grand président, et pour le 250e anniversaire de l'établissement des États-Unis, pour lui, ça serait une vraie victoire. Et imaginez, on en revient à ce qu'on disait avant, imaginez que dans les semaines qui viennent, Donald Trump récupère l'uranium des Iraniens ou obtiennent leur exfiltration là, ça serait la totale. Et obtiennent un deal avec Cuba, eh bien, l'optique des midterms, à ce moment-là, se met à changer radicalement. En tout cas, nous l'apprenons à l'instant. Le New York Times vient de donner cette information. Deux responsables qui s'expriment sous couvert d'anonymat, évidemment, ont déclaré que les États-Unis et Israël menaient des préparatifs intensifs, les plus importants depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, en vue d'une possible reprise des frappes contre l'Iran. Vous avez raison, Stéphane Goldin. Et qu'est-ce que ça impliquerait concrètement, Michel Goya ? Ça impliquerait le retour à une opération de grande ampleur, une campagne de grande ampleur apparemment, avec les mêmes conséquences, c'est-à-dire que, vous savez, quand le Donald Trump a lancé cette opération Projet Liberté... Ça a l'air d'arriver, là. Oui, bien sûr. En plus, comme vous l'avez annoncé, il y a un nouveau groupe d'assaut amphibie... qui arrive, qui va partir. Il va partir de San Diego, il n'est pas arrivé. Oui, effectivement, mais Michel, il y a jamais, depuis le début de la guerre, il y a encore plus de puissance de feu qui est sur place. Oui, et il y a surtout des moyens différents. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de marine au début de la guerre, il n'y avait pas de brigade parachutiste, il y avait beaucoup moins de forces spéciales probablement. Donc là, on diversifie les capacités. C'est-à-dire qu'on peut à la fois relancer une campagne aérienne, campagne de frappe, avec effectivement plus d'avions tout simplement qu'auparavant, mais en plus, on peut mener des opérations ponctuelles de raids, d'attaques, peut-être s'emparer d'un certain point particulier, des îles du détroit d'Ormuz, l'île de Khark éventuellement. Disons que le panel des capacités s'est un petit peu élargi. Voilà, maintenant que les Américains, que les Israéliens, les militaires américains et les militaires israéliens se préparent, ça c'est normal, et ça fait partie en même temps de la communication. Donc on envoie aussi un message aux Iraniens sur le thème, attention, il serait bon de céder rapidement parce que sinon vous allez en prendre plein la figure. Mais je reviens sur ce projet Liberté qui était le début de comment
commencement d'essayer de dégager par la force le détroit d'Ormuz en envoyant des destroyers. On a vu ce que ça a donné. Ça a donné des combats avec les Iraniens. Bon, ça c'était prévu. Mais surtout, il y a eu des frappes contre les pays voisins. Ces pays voisins qui ont alerté et qui ont dit stop, l'emploi de la force, ça ne nous va pas parce que c'est nous pays voisins, c'est nous Émirats qui allons en prendre plein la figure aussi. Et donc c'est eux qui pour l'instant freinent aussi cette solution de force. Maintenant on verra, oui effectivement, si rien ne bouge du côté iranien dans les jours qui viennent, il y aura probablement une action de force qui sera une action de force de grande ampleur. Donald Trump, on le sait, maintient des relations complexes, pour le dire gentiment, avec un certain esprit de neutralité avec les journalistes qu'il croise souvent à la descente d'un avion, ou alors juste en train de partir dans un avion. Et hier, ça n'a pas manqué, alors qu'il était quelques minutes avant de monter dans son avion, avant-hier, qu'il amenait en Chine. Eh bien, il a répondu de cette façon, attention, c'est très court, à une journaliste qui lui posait une question avec insistance à propos de sa salle de bal. So what happened is we have a ballroom that's under budget. It's going up right here. I've doubled the size of it because we obviously need that. And we're right now on budget, under budget, and ahead of schedule. I doubled the size of it, you dumb person. Double the size. You are not a smart person. Bon, Sylvie, là, c'est pas très diplomatique. Là, on sent qu'il lui dit ce qu'il lui a dit, mais on sent qu'il se retient pour pas dire pire. Mais il est revenu dessus et il a dit qu'elle était totalement incompétente et que, enfin, il en a reparlé plus tard. Oui, maintenant qu'il sait en plus, depuis qu'il est rentré de Chine, qu'il y a une salle de bal à Pékin, il a publié un post pour dire, pour bien insister sur la sienne. Il devra tripler encore la sienne parce que c'est gigantesque. C'est gigantesque à Pékin. Absolument. Mais non, mais c'est les insultes habituelles et en particulier quand c'est des femmes, parce qu'il est profondément misogyne. Mais oui, ce qui est terrible, c'est qu'aux États-Unis, les journalistes, c'est le quatrième État. Ils sont censés être un des piliers très importants de la démocratie. On voit déjà une dégradation de la liberté des journalistes aux États-Unis. On voit l'interdiction de certains journalistes d'entrer au Pentagone, par exemple. Et Donald Trump, et que, comme Sylvie Berman l'a très bien dit, vis-à-vis des journalistes, montre très méprisant, et surtout des femmes. Je rappelle un incident en 2025 quand une journaliste lui a posé une question sur Epstein, il a répondu Shut up Piggy, en faisant référence à Miss Piggy. Ça a donné lieu à beaucoup de mimes sur Internet de femmes qui se disaient se revendiquaient d'être Miss Piggy. Il a parlé d'une autre journaliste en disant qu'elle était moche dedans et dehors. Donc c'est vraiment une façon de parler aux femmes qui est extrêmement méprisante. J'ai quand même envie de rappeler ce qu'il a dit pendant sa campagne électorale de 2016, c'est que finalement les femmes, je les attrape par la chatte. Donc on voit là un homme qui méprise les femmes et les traite extrêmement mal. Et c'est surtout des journalistes dans un contexte professionnel, c'est extrêmement inquiétant. En revanche, Donald Trump traite très bien celles et ceux qui trouvent du financement pour faire construire une statue à son effigie. Et cette statue à son effigie, elle est à Doral dans la banlieue de Miami, en Floride. Et Floride, voilà, vous la voyez. Ce Doral abrite déjà le Trump National Doral Miami. Qu'est-ce que c'est ? C'est un immense complexe hôtelier et un complexe de golf qui appartient au président. Donc c'est juste à côté de ce complexe est apparue cette statue. Trump remercie ceux qui ont contribué à sa construction et surtout ceux qui jouent du Blue Monster. Là, c'est dans ce post, un post assez long de Donald Trump cet après-midi. Parce que, oui, j'avais oublié de vous dire le principal, c'est que quand est-ce qu'il a tweeté Donald Trump sur Truth Social à propos de cette statue ? À peine était-il monté dans Air Force One. Donc, quand il était reparti de Chine, avant de parler aux journalistes, il a passé un petit peu de temps et il a choisi d'écrire sur cette statue. Il mentionne, je le cite, ceux qui jouent au Blue Monster. Blue Monster, pour ceux qui jouent au golf, ils comprendront, comme je vais quand même expliciter. C'est-à-dire que c'est le nom du parcours de golf le plus célèbre, le plus dur, le plus ardu, qui se trouve justement à Doral. Cette statue, je le précise, Samantha, n'est pas en or, mais en bronze. Ah, oui, mais c'est du bronze qui a
été, on va dire, travaillé pour avoir l'air très doré. Cette statue a suscité beaucoup de polémiques, beaucoup de moqueries dans le monde entier. Le célèbre artiste britannique Banksy, qui est connu pour son ironie et sur sa façon de se moquer des dictateurs et de mettre en valeur un petit peu les absurdités de notre temps, a fait une statue au Royaume-Uni qui ressemble beaucoup à celle-là. C'est un homme qui se tient comme Trump dans cette statue, mais qui a le visage aveuglé par un drapeau et qui marche dans le vide. Donc, beaucoup de gens ont comparé ces deux statues. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est grotesque. C'est grotesque, et surtout quand on est un chef d'État et du chef d'État, du plus puissant État du monde. Et ça intervient Stéphane Goldin. Je vous donne la parole tout de suite, Richard. Simplement, on voit que, d'abord en montant dans l'avion, Donald Trump s'est lâché. Il a dû se retenir pendant pas mal d'heures à Pékin. Mais au-delà de ça, il y a toute la question. À Pékin, il était dans très un bien, autre état d'esprit. C'est pour ça qu'en montant dans l'avion, il s'est lâché. Ne se lâchez pas. Pardon de vous interrompre, sachant, et vous avez tout à fait raison, parce que quand il est monté dans l'avion, c'est là qu'il a commencé à utiliser son vrai téléphone, parce qu'avant, il n'avait pas le droit. De crainte que les téléphones soient piratés par les Chinois, ils n'avaient pas le droit. Ils avaient laissé tous leurs téléphones. Donc un président qui est en guerre, la première chose qu'il fait quand il rentre dans Air Force One, ça n'est pas de s'enquérir de la situation au front, ni de bas, c'est de mettre cette statue. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il y a chez Donald Trump un culte de la personnalité. Or, là, nous sommes aux États-Unis et non pas en Corée du Nord. Et donc, Donald Trump va devoir, franchement, avoir des victoires. Parce qu'il y a la statue, il y a les billets de banque, il y a le passeport, il y a beaucoup de choses. Il va y avoir les 250 ans des États-Unis qui vont avoir lieu le 4 on va avoir juillet. Droit à Floride. Et donc on va avoir droit à un feu d'artifice. Et donc derrière tout ça, il va falloir avoir des victoires, parce que en menant tout ça, en mettant ce culte de la personnalité en exergue, si derrière il n'y a rien, je peux vous dire que la retombée va être plutôt négative. Richard Verly, est-ce que Donald Trump voudrait peut-être créer un monument historique de son vivant ? Et pourquoi pas ? Mais c'est justement ce que je voulais dire, c'est qu'on assiste là, depuis quelques semaines, à une prolifération d'initiatives de Trump qui veut tout à son effigie. On avait parlé ici des passeports et autres. Et ça, c'est un élément nouveau quand même. Et là, on voit bien ce basculement avec cette statue et avec tout le reste. C'est-à-dire qu'il est, vous avez raison Stéphane, dans l'obligation de venir avec une victoire. Mais je dirais qu'à la limite, ce qui est fou, ce qui est complètement fou, c'est qu'il fait ça d'une manière... je dirais qui n'est même pas, qui est absolument délirante, en ceci qu'il impose ça à tout le monde, y compris à l'Office des passeports. Personne ne lui demande de compte. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que cette histoire des passeports, le Congrès américain ne s'en est pas saisi, les démocrates américains n'ont pas protesté. Là, il y a quand même un vrai problème, parce que ce culte de la personnalité, qui n'était jusque-là pas à ce point, commence à devenir, à exister dans l'espace public de la capitale fédérale. Autre élément qui concerne la Trumpomania, si je puis dire, un an après son annonce en grande pompe et après plusieurs retards, les acheteurs du smartphone Trump, qui s'appelle le T1, vont enfin recevoir leur appareil couleur or, bien évidemment, vous le voyez à l'écran. Cependant, surprise, les composants de ce téléphone, de ce smartphone, ne sont pas du tout tous made in America, alors que c'était la promesse, alors que justement le but c'était de démontrer que ça pouvait se faire. Donc est-ce que c'est une opération marketing et politique ? En tout cas, Sylvie Berman, ce qu'on voit, c'est qu'il est seulement assemblé aux États-Unis, et même pas totalement. Ce sont les 10 dernières pièces majeures qui sont assemblées. Sinon, le processeur vient de Taïwan, l'écran est d'origine de Corée du Sud ou évidemment de Chine. Non, mais bien sûr, mais comme les iPhones qui sont en fait emblématiques des États-Unis. Ils sont faits en Chine parce que il y a les composants. Les Chinois travaillent également beaucoup plus vite et parfois ce sont des compagnies taïwanaises comme Foxconn, mais installées en Chine également. Donc ce n'est pas du tout étonnant. Oui, effectivement, vous avez raison. Le processeur vient de Taïwan, même si cette puce est c'est une entreprise évidemment américaine, mais la fabrication physique, elle est sous-traitée bien sûr à Taïwan.
Mais oui, mais il était là aussi l'enjeu du voyage en Chine, parce qu'on a parlé de Taïwan, mais on n'a pas oublié de parler de quelque chose. Taïwan, c'est quoi? Ce sont les semi-conducteurs. Ça veut dire les composants, et c'est eux qui ont la maîtrise mondiale des semi-conducteurs au monde. Et sans Taïwan, c'est terminé, c'est-à-dire l'ensemble des composants sur les nouvelles technologies seront dans les mains des Chinois. Et un des volets très importants du voyage de Trump en Chine, c'est la question de Taïwan, parce que justement, il y a la question des semi-conducteurs. Et cette histoire de téléphone est révélateur, parce que qu'on le veuille ou non, dans ce téléphone, et dans tous les téléphones que nous avons tous, ce sont des composants qui viennent essentiellement de Taïwan, et c'est eux qui ont la main sur l'ensemble de ces composants. Si c'était que les téléphones, ce serait... Enfin, il n'y a pas que non, je parlais des téléphones, mais quand je parle des semi-conducteurs, c'est l'ensemble des composants. Ce qui est vraiment grave pour les Américains, et pour nous tous, c'est que les puces dont on a besoin pour fabriquer de nouvelles armes, elles viennent soit de Chine, soit de Taïwan. Exactement. Et heureusement, on va dire heureusement pour nous tous, c'est qu'une grande partie de la fabrication des semi-conducteurs a récemment été déplacée de Taïwan au Vietnam, aux grandes dames des Taïwanais. Pas tout. Enfin, une partie. Une petite partie. Rappelons-le, cette information qui nous parvient à l'instant et qui provient du quotidien américain, le New York Times, des préparatifs intensifs côté Israël et côté États-Unis seraient en cours pour justement une reprise des frappes militaires en Iran. Écoutons ce que Donald Trump, qui est lui justement même en train de revenir de Pékin, où il a parlé entre autres de cette guerre en Iran avec le président Xi, ce qu'il a dit précisément sur ce qu'il pourrait faire dès son retour sur le sol américain. Nous avons une victoire militaire totale. Nous avons anéanti toute leur marine, toute leur armée de l'air, tous leurs radars, toutes leurs usines pour construire les missiles. Nous avons aussi tué leurs dirigeants. 85% de leurs usines de fabrication de missiles sont détruites. Nous avons tout anéanti. En revanche, nous n'avons détruit qu'un seul pont, parce qu'ils se sont mal comportés. Si on le voulait, on pourrait détruire tous les ponts et toutes leurs infrastructures électriques.